Fort bien. Ah, mais non. Oui, oui. Je passe pas le temps d'aller chercher à manger, là. Attendez Non, après. mais... On avait prévu la flotte Ouais. pour pas que vous soyez triste de venir en intérieur. C'est parfait, c'est ça. Ça, pour ceux qui vont jouer au CTF après, c'est ça, il y a de 5h à 6h et Il y a spécial douche à l'extérieur. Ouais. Mais de 5h à 6h15, vous pouvez prendre le temps d'aller manger. Vers 6h30, le CTF va démarrer. Je vais vous laisser avec Frank sur sa présentation. Oui, on va essayer. Je vais faire ça. C'est parti. Oui, c'est bon. Déjà le t-shirt de cette année. Pardon? Déjà le t-shirt de cette année. Je fais de la pub pour mes, pour c'est mes ça. amis. Et puis ouais, tu l'as déjà vu celle-là. C'est quoi le nom du nouveau film, le 7? Là? Pardon? Ça va Ça sera le 7, oui. J'ai pas le droit de dire le nom encore, mais... le nom du nouveau film de Star Wars. Là, il va y avoir, oui, avec en plus le film qui arrivera en décembre, oui, c'est clair. C'est clair. Bonjour à tous, merci d'être présents et encore alerte après les deux premières présentations faites par mes amis. Moi je vais passer dans une présentation qui va être un petit peu différente. Ça ne va pas spécialement être une présentation ce qu'on appelle statique. C'est-à-dire avec évidemment des slides et autres, il va y en avoir un tout petit peu au début, mais ça va être de vous présenter un certain nombre de choses au travers du monde Android et du monde de Windows en même temps, parce que j'ai souvent cette casquette avec mes amis du Hackfest, c'est que moi je prône Windows avec tout le reste au niveau du attaque, et eux ils prônent Linux avec tout le reste. Donc ce que je sais faire avec Windows, eux savent le faire en moins bien avec Linux, évidemment. Je pourrais le répéter, mais c'est clair. Juste un point rapidement, parce que je vais passer après la présentation. Norse, je ne sais pas si au niveau de la partie pen testing ou la partie des attaques réseau, oui, je sais en faire, oui, j'en ai fait, oui, c'est pas vraiment ma priorité, entre guillemets, de tout ce qu'il est. Je vais me présenter tout à l'heure. Mais je reste quand même alerte de tout ce qui se fait au niveau attaque en permanence. IP Banking est une société, et Norse est une société liée à Google et à d'autres d'ailleurs, parce qu'il y a eu un démarrage en Kickstarter. Ils ont mis des switches et des écouteurs de switch au niveau des backbones à peu près au travers de la planète. Bon, évidemment, ils n'écoutent pas le port 80 parce que sinon ils pèteraient leur truc, ça ne pourrait pas le faire. Donc là, ils prennent évidemment les entrées de port les moins sollicitées, même s'ils sont sollicités. Et de manière, comme vous l'avez dans Flight Radar ou autre chose, il y a un petit décalage, évidemment, de à peu près 5 à 6 minutes, ils annoncent sur leur site. Vous avez évidemment la partie paramétrage tout en haut là-haut, là, qui permet de le vérifier. Et en fait, comme vous pouvez le constater, c'est en live. Alors, quand on dit en live, je vous dis à 6 minutes près, même en concaténant tous les logs, tous les systèmes, en ayant juste un data center à eux, puisque c'est pour ça que Google est là, ils arrivent à... je dirais presque dans la mesure du possible, dans les moins de 2 heures, de concaténer tout ce qui s'est passé entre l'attaque d'origine au travers des pays, l'attaque évidemment cible et de ce qui est ciblé. Donc des fois des cibles se passent en target et les targets à l'inverse, hein, au niveau des attaques d'origine. Et évidemment le type d'attaque que vous voyez là-bas, qui souvent est évidemment le port de Telnet, le port 21, les Microsoft, évidemment DS pour tout ce qui est évidemment Wins, les SNTP, les SMTP, les SSMP, des Ocnon aussi, alors on se demande. Si vous voyez quelque chose comme ici, celui-là, là, qui a l'air de rien, parce qu'il n'a pas l'air d'être dans les pays les plus attaqués, c'est parce que là, ils ont quand même réussi à en trouver 2. Il y en a un qui se balade ici, il y en a un qui se balade de l'autre côté, côté de l'Australie. C'est des navires, puisque un certain nombre de navires sont des navires autonomes d'attaque, donc soit faits par éventuellement des consortiums, soit par des groupes d'États. Donc c'est des fois on le voit disparaître, évidemment, parce que soit il arrête d'attaquer ou autre. Il n'est jamais réellement attaqué, c'est plutôt lui qui attaque, puisqu'on ne sait pas trop ce qu'il en est. Donc là, il est toujours très proche, on va dire entre guillemets, au niveau des IP de deal ou quoi que ce soit. Je vous invite à aller voir, il y a énormément de mapping comme ça qui existent à travers i7, Kaspersky, FireEye, beaucoup, mais Norse aujourd'hui est un des seuls qui représente un peu les choses sympathiques. C'était
la petite touche différente de cet après-midi. Voilà. Alors, je vais couper mon réseau. Alors aujourd'hui, on va vous parler en l'occurrence du monde d'Android, avec en l'occurrence toute sa belle partie, du pourquoi nous-mêmes nous n'attaquerons pas en même temps ceux qui nous attaquent. C'est-à-dire que le but de cette formation, je l'avais déjà fait au Hackerspace, pour ceux qui l'avaient suivi en mars dernier. Oui, c'était mars dernier, oui, c'était nos 5 ans d'Hackerspace. Donc je l'ai un peu peaufiné différemment. Le live va être évidemment un peu moins conséquent, un peu moins, on va dire, newbies du départ, même si en effet, il ne faut pas m'empêcher de m'interrompre et de me poser des questions si vous avez des choses qui des fois ne sont pas spécialement des acquis ou éventuellement des informations. Surtout, n'hésitez pas. Le but du jeu aujourd'hui de l'annonce, c'est de dire que le principe, par défaut, moi qui m'exaspère dans la partie attaque et dans la partie malware au sens large, c'est que la plupart du temps, ça touche au-delà de vous qui êtes ou qui va être des experts en sécurité ou des experts en développement ou en infra, peu importe votre choix de vision, ça touche quand même votre mère, votre sœur, votre grand-mère et malheureusement tous ceux qui évidemment utilisent ces appareils, si je prends en l'occurrence Android, comme les cryptolockers, par exemple pour tout ce qui est virus et malware qui cryptent les données. Vous imaginez bien qu'une grand-mère qui a toutes ses photos de ses petits-enfants et ainsi de suite, et que par le biais d'un malware et autres, puisqu'il y en a qui le font, se fait choper par un cryptoware 3.0 et compagnie, et qu'on lui dit c'est 369 piastres sinon t'as pas tes photos. Ça, ce genre de choses a tendance à sérieusement m'énerver, même si en effet... bon, voilà, on est là aussi pour faire du CTF, on est là aussi pour en effet comprendre et combattre les choses, mais c'est un peu dans l'état d'esprit. Et aujourd'hui, Android, c'est ce qu'est Windows il y avait 10 ans. C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu vraiment l'Eldorado total de passage obligé de tout malware et de tous APT. Donc les APT, c'est les Advanced Persistent Threats, donc excusez-moi pour éventuellement l'accent anglais, mais c'est les menaces avancées persistantes. Les menaces avancées persistantes sont souvent des malwares d'État, pour à peu près 80% de leur État, c'est bon de le dire. Et en même temps, après, soit des malwares vraiment commerciaux et qui sont avec des targets ciblés et avec une volonté de gagner de l'argent. Que ça soit les cryptolockers, je vous rappelle qu'un certain russe, Yevgeny Chivou, j'arrive jamais à dire son nom de famille, mais qui est recherché par le FBI, est quand même recherché pour 3 millions de dollars, et qu'on vient juste de prendre, il y a 2 mois, son compte de... On pense que c'est un compte de transit qu'il avait au Luxembourg. Il y avait quand même un peu plus de 13 millions de dollars sur ce compte-là, juste pour rire. Donc vous imaginez bien que là, on n'est plus dans un débat débat technique ou de débat éventuellement fait. Il y a vraiment une masse d'argent plus qu'importante et une masse de market qui évidemment est au travers de ça. Aujourd'hui, Android fait et donne des permissions à cause de sa façon d'avoir été fabriqué, comme peut l'être évidemment et comme l'a été et comme l'est encore Windows ou d'autres OS. Et malheureusement, il laisse aussi entrevoir un autre aspect que peu de monde avait peut-être vu à l'origine, mais que maintenant on s'aperçoit, grâce aux APT aussi, c'est qu'en même temps, il donne un positionnement à une base d'un virus qui peut être complètement dans un écosystème autonome, puisque si je peux le piloter par des desktops extérieurs, ou si lui-même peut aller se verrouiller sur une machine, le fait est, c'est que vous êtes toujours branché sur Internet. Vous êtes toujours en connexion avec votre 3G ou votre 4G. Donc, ce qui signifie que par défaut, votre virus est aussi autonome, sachant que sur le PC, la plupart du temps, si je suis déconnecté, je suis déconnecté. Si j'ai décidé d'enlever mon Wi-Fi, est-ce que c'est pour autant que vous allez enlever vos systèmes de connexion de données ou de connexion de téléphone? C'est pas pour autant. Donc le virus, évidemment, et lui, il est content puisque vous lui donnez, tout compte fait, une intelligence, quelque chose qui peut le runner, des choses pour le backuper, des choses aussi et d'autres vecteurs pour qu'il puisse évidemment se reproduire, SMS, MMS, mail,
évidemment Internet, dépôt sur l'Internet, vous avez sûrement Cloud Storage, tout ce qui est Dropbox et autres G-Drive. Vous lui donnez une masse, évidemment, d'outils qui lui permettent de dire « je suis vraiment tranquille, puisque dès que je me positionne en même temps, autant sur le téléphone que sur, évidemment, la partie donc, du smartphone et évidemment sur le desktop, je suis complètement OK. » C'est un autre paradigme parce que on a le moyen où là, le CEC, comme on l'appelle, le C2, le control et le commandeur, n'est plus un contrôle et le commandeur de la même manière, parce qu'on pourrait faire comme à la norme du P2P, être en même temps contrôleur et en même temps commandeur, en même temps serveur et en même temps virus. Donc là, ça change la donne parce que d'un coup, je peux aussi me repositionner à me dire, là, je suis sur un téléphone, je suis un contrôle commandeur, mais je me suis contaminé sur un poste et il le sait, je me mets en mode virus et c'est moi qui diffuse différemment l'affaire. Voilà évidemment les bases de pourquoi et de ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que dans cette présentation rapide, je suis un peu ennuyé de le préciser, mais il ne faut malheureusement faire aucunement confiance à normalement presque, d'ailleurs i7 l'a sorti il y a quoi, j'en parlais à Jessie il n'y a pas longtemps, il me le précisait encore, début avril, 98,2% des APK, donc des fichiers que vous récupérez sur Google Store pour la majorité, est de toute façon faussé de tout ce que vous pourriez croire qu'il vous annonce de faire, même avec les permissions. Donc à aujourd'hui, je serais tenté de vous dire que peu importe le nombre de logiciels que vous installez et comment, alors il est certain que quand vous installez Facebook, vous mettez, je crois que mon ami Patrick et Cédric ont dû vous en parler avant ça, même pour le surf, mais ça marche autant pour le téléphone et pour le reste, mais que ça soit tous les réseaux sociaux, tous les systèmes, évidemment, dès que c'est gratuit, c'est vous qui êtes finançable. On le sait, donc c'est vous qui êtes monnayable, il n'y a rien évidemment de gratuit sur le net, et à partir de là, tous les APK sont évidemment dans des difficultés à vous montrer réellement la vérité. Alors moi, le but du jeu d'aujourd'hui, c'est de vous dire, avec un tout petit peu de connaissances, et là je sais que j'ai affaire à des gens qui en ont plus que assez, en tout cas pour le faire, c'est d'essayer de, le temps où, alors, Facebook c'est Facebook, vous n'avez pas recompilé Facebook, je me doute bien, bon, puis ils ont utilisé les choses comme il le fallait pour évidemment offusquer, puis des fois il y a aussi la notion de ce qu'on appelle de wrapper une application. Souvent Facebook, l'application, vous voyez, l'APK n'est pas une application autonome, elle va ensuite se connecter sur un serveur en ligne pour aller montrer ce que vous voulez, donc là vous n'avez aucun moyen de le faire, mais elle, vous avez peut-être moyen de la vérifier et de vérifier si ce qu'elle vous dit, elle fait réellement ce qu'elle fait. Et aujourd'hui, c'est ce que je vous dis, même i7 est d'accord, 98%, ils font autre chose de tout ce qu'ils vous disent à côté. Donc là, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment se créer une sorte de petit studio. Studio, c'est un grand mot, mais on va dire un certain nombre d'outils, un certain nombre de réflexes, un certain nombre peut-être juste de visibilité en se disant là j'ai un doute, je vais quand même vérifier, pour essayer de vous amener jusqu'à la partie malware, évidemment, à la fin, pour essayer de vous dire attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire, parce que sinon vous n'installerez rien sur vos postes, évidemment, ou sur vos smartphones, mais le but, il est d'essayer de comprendre que ce qu'on vous montre au début n'est pas aussi plaisant là-dessus. Voilà ce que va être évidemment la présentation en rapidité. Alors, moi je me présente vite, comme j'ai précisé. Moi je m'appelle Franck, je suis au Hackfest et à l'équipe depuis 4 ans maintenant. 2 ans en tant que, comme on les appelait, les samouraïs, ceux qui faisaient la partie de l'accueil et de toute la gestion et compagnie. Et puis, parce que je me laissais le temps, ces 2 dernières années, surtout l'année dernière, avec l'équipe des jeux, j'ai mis en place l'équipe du virus malware VM de l'année dernière, évidemment, que tout le monde a l'air d'avoir apprécié, mais qui va revenir en force cette année, pour ça qu'il s'appelle Phoenix Z, le virus blanc. Mon dada à moi, c'est vraiment toute la sécurité applicative et mon métier principal est développeur. Je suis architecte organique à CGI et en même temps conseiller en sécurité. Ils me prennent sur les 2 casquettes, mais en même temps dédié vraiment sur de l'applicatif du développement. C'est le langage par défaut et tout ce qui se passe au niveau de comment on doit le faire au travers d'un OS et comment on peut contourner évidemment les points.
je ne dirais pas que je serais aussi volontaire que Jesse à penser qu'à aujourd'hui, la nouvelle génération, même si c'est obligatoire à une fin en soi, c'est d'être jusqu'en assembleur, mais ça va jusqu'à là. Mais moi, je me positionne et je préfère me positionner plutôt sur la partie des langages de 4e ou de 5e génération, c'est-à-dire sur la décompilation des langages et non pas sur le désassemblage. Donc ça revient à la première chose que j'avais précisée, c'est que va-t-on voir et que on ne verra pas aujourd'hui. Je ne vais pas vous montrer de router votre poste ou votre smartphone, évidemment. Je considère que vous avez un minima de connaissances de développement. Si ce n'est pas le cas, arrêtez-moi, ou en tout cas, à des endroits, il ne faudra pas hésiter à me poser des questions. Évidemment, vous connaissez un peu le monde d'Android, que ça soit au travers de Linux ou au travers de Windows, mais si c'est au travers de Windows, puisque je l'ai monté là-dessus, puisque à 80% les gens qui ne sont pas spécialement en sécurité pour Windows, c'est pour ça que j'ai préparé cette présentation de cette manière. Donc, Android Studio, le SDK, Java, GRE, est un petit peu évidemment les IDE aussi, ce qu'on appelle l'interface de développement. On va vite voir ça, pas spécialement en détail, parce que je vais arriver évidemment à vous présenter la partie démo, des démos avec la tablette. Évidemment, on ne verra pas, et on verra, mais on ne va pas voir la vraie distinction au travers de ce qu'est un runtime, où on ne va pas rentrer dans le détail du développement, parce que sinon, on en aurait pour à peu près la journée, et ce n'est pas le but. Mais il y aura un tout petit peu un début, parce que je suis obligé de vous présenter le pourquoi ça marche comme ça, rapidement. Alors pareil, si vous avez des questions, vous me le dites. Pour qu'à la fin, je puisse vous faire une démo. Donc la démo, au-delà de vous présenter comment ça se présente, ce sera avec peu importe quel device vous prenez, évidemment Android je veux dire, mais quel device vous prenez, tablette, smartphone ou quoi que ce soit. Moi j'ai créé un petit logiciel de test qui est ici. Le but du jeu, de la partie du logiciel de test, c'est que lorsque je vais le runner sur ma tablette, donc je vais le lancer, là avec tout ce qu'on aura vu un tout petit peu avant du comment on y arrive jusqu'au bout, c'est de pouvoir dire j'ai désassemblé et ensuite décompilé et ensuite rebuilder l'affaire avec des choses qu'on aura faites en démo, pour qu'au moment où je le relance dans l'IDE, donc l'interface de développement, je vais faire ce qu'on appelle un point d'arrêt sur une ligne précise, et au moment où je vais, moi là, ici, faire OK sur le point d'arrêt, automatiquement, il aura pris le process de ce qui se passera sur la tablette, et il va vous dire, je me suis arrêté là dans le code. Voilà ce que c'est que du débugage par rapport à de l'Android. Donc, là, on va dans le niveau différent par rapport au point, et j'en profite pour faire ma première partie, qui est la différence, comme dans la liste que vous avez, c'est que le désassemblage, c'est de savoir comment on vous a assemblé le paquet, donc l'APK par exemple, on vous l'a donné, et comment on va arriver à se dire, OK, comment il est fabriqué, avec quoi il y a à l'intérieur, de quelle manière on a les choses à l'intérieur, pour arriver à se dire, est-ce qu'on peut le décompiler, est-ce qu'il y a une façon de pouvoir le décompiler, pour ensuite, si on le décompile et qu'on le re-rentre d'une autre manière, est-ce qu'on peut le débugger, puisque le but de le débugger, quand on ne peut pas le décompiler, on le débug format assembleur. Donc là, malheureusement, il faut connaître le langage machine à fond. Et c'est pour ça qu'on passe par WinDBG, qu'on passe par IDEA Pro, qu'on peut passer par d'autres, si je prends par exemple pour le desktop. Mais si on peut, évidemment, dans des langages de 4e génération ou de 5e, comme Java, comme en l'occurrence .NET, comme en l'occurrence beaucoup de langages qui marchent avec ce qu'on appelle une machine virtuelle derrière, on peut faire ce que fait la machine virtuelle, mais à l'envers. Et en fait, on peut décompiler l'affaire pour avoir le code évidemment derrière. Alors, le code peut être après offusqué, peut être évidemment très difficile à lire, ça je vais vous le montrer, mais il y en a certains qui évidemment ne prennent pas le temps de le faire et qui permettent de voir un peu ce qu'on peut générer. Voilà un petit peu les premiers points, et le fait est que je ne peux malheureusement pas passer évidemment tout en avant, je ne veux pas non plus vous faire peur ni faire. Donc, je vous fais un petit peu d'histoire en 5 minutes. Un peu d'histoire, Android, c'est simple. L'histoire d'Android se fait sur une timeline qui est ici. Je ne sais pas si vous la voyez correctement. Voilà. Donc là, je vais essayer de basculer, excusez-moi, sur la loupe. Voilà. Comme ça, au moins, je vais pouvoir remettre la timeline directement. Vas-y. Voilà. Donc ça a démarré en 2008, c'est jeune. Hein. Android, ça a quoi? Ça a à peine, on va dire, c'est plutôt 2009. On va dire que ça a à peine 6 ans. Mais sauf qu'avec la puissance de Google, ça prend une vitesse faramineuse. Et puis surtout, c'est open source à l'époque. Donc les premières générations étaient
1.0, 1.1, 1.5, tout ça, je dirais qu'on va les laisser rapides. En fait, ils portent tous des noms de gâteaux, comme vous le savez, ou des noms de bonbons, avec la dernière en 5.1. Je vais me changer de ma loupe parce que c'est pas pratique pour le coup. Donc là, le but de la dernière en date de octobre 2014, c'est la version 5, la Lollipop, comme ils disent. On avait la version 4.4 qui était la version KitKat, telle qu'on l'avait. Donc évidemment avec des choses majeures au niveau de Google. Il y a des versions qui, dès que vous avez des versions 4, puisque ça a été la seule qui a été vraiment avec un changement important, où il y a eu la Ice Cream, la 4.1 qui a été évidemment la Jelly Bean, la 4.2, pareil, toujours Jelly Bean, et c'est la 4.4 qui est devenue KitKat à un moment donné. Alors, pour des raisons, on pourrait après refaire, mais ce n'est pas le but de la présentation, des encryptions supplémentaires, des systèmes et de changements de runtime. On va pouvoir en parler, puisque ça va parler de notre démo aujourd'hui. Il faut savoir que, pour vous la faire très très brève, mais quand même le plus concis possible, Android est monté où il est basé sur un kernel Linux. Ce kernel Linux travaille comme Windows avec le matériel. Sauf que pour discuter avec ce driver et ce layer Linux, ils ont monté ce qu'on appelle une VM machine, donc ça s'appelait la Dalvik. C'est la machine qui est faite par le gars qui, en fait, en Islande, le port ou le petit village du port s'appelle Dalvik. C'est comme ça qu'il a voulu nommer son système. Donc quand il est parti travailler chez Google, parce que ça c'est Google qui avait racheté cette technologie, en fait, Dalvik, lui, ce qu'il fait, c'est un pseudocode, comme la Virtual Java ou comme le .NET et le CLR dans Windows. C'est-à-dire que c'est une VM qui va faire que quand on aura assemblé ou linké en fait la compilation, lui c'est du bytecode, et le bytecode va rentrer dans ce qu'on appelle un intermédiaire language, donc un langage intermédiaire. C'est-à-dire c'est pas spécialement facile à comprendre par rapport à l'humain, mais c'est pas non plus de l'assembleur. Et c'est cette machine-là qui va évidemment l'interpréter pour... Parce que le but essentiel de faire ça, et vous allez vite le comprendre, pourquoi alors faire ça, c'est que si on compile du code en code natif, c'est pour ça que je disais qu'il fallait avoir un minima quand même de connaissances dans le développement, c'est que quand vous compilez un code natif, il faut obligatoirement chaque carte mère ou chaque bande évidemment matérielle que tous les providers de téléphone, Samsung, HTC, peu importe, décident de construire, avec évidemment les processeurs à l'intérieur, Snapdragon, ARM, peu importe laquelle, il y en a 3 ou 4 qui se baladent, mais enfin c'est quand même 4, vont avoir une codification à l'intérieur, je vous la fais assez synthétisée, différente. C'est-à-dire les fils et les registres et la gestion ne va pas spécialement être le même d'une position à une autre. Donc, si on compile ce qu'on appelle en code natif, ce qui est fait quand vous installez par exemple le framework.net de Microsoft, quand vous voulez l'installer directement sur votre Windows dans votre poste, au moment où vous installez le framework, lui, il va vérifier, bon, ok, t'es quoi? T'es en Intel, Core i3, Core i7, machin, et là, il va compiler et il va vous mettre les DLL en code natif de votre machine. Et à côté, le GAC, ce qu'on appelle nous le GAC, l'assembly en code managé, comme on les appelle aussi, pour dire, ok, quand toi tu feras des applications, il passera en code managé le temps que tu ne feras pas en code natif, mais nous, on a une partie des DLL qui est en code natif, c'est-à-dire qui est câblée comme ton appareil, comme ton matériel qui est là. Si on avait fait ça avec les téléphones, vous imaginez bien qu'un seul device, un seul point, on s'arrêtait là, ça marchait. Donc évidemment, il faut trouver une solution pour dire, les gars, il faut travailler en amont, il faut gérer évidemment du code qui soit compris, mais entre deux, il faut un hub, une sorte d'intelligence entre les deux, si je peux parler comme ça, en disant, bah, nous, on va faire un intermediate language, un just-in-time, comme on l'appelle, le JIT. Et là, c'est la machine qui va aller dire, OK, moi, je sais qu'est-ce que tu as comme bécane, je sais ce que tu as comme processeur, comme mémoire, comme fil, et je te la rebascule directement derrière. Et ça, il l'a wrappé dans ce qu'on appelle une VM, une virtual machine, toujours pareil. Alors, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué encore sous Android. Et pourquoi? Parce que nos smartphones, même maintenant, quoique ça a tendance à s'améliorer, parce que vous avez certains, je vois tous les appareils que vous avez, c'est des fois plus puissant que le modèle de PC que j'avais il y avait 20 ans. Donc, vous imaginez. Donc, il est clair qu'évidemment, même avec ça et avec les applications qu'on leur met dedans, il est vrai que ça prend beaucoup de mémoire, ça peut prendre beaucoup de cache, ça peut prendre beaucoup de choses. Donc, il y a en plus une raison, vous verrez éventuellement, à moins que les gens vous le savez, mais on peut développer en format
de mémoire en registre ou de mémoire en pile. Donc, c'est la Stack Registers ou la BASID Registers. Et Davlik, sous Android, est passé sur la BASID Registers. C'est-à-dire que c'est vraiment la mémoire cache qui se trouve dans le processeur qu'on va utiliser, et eux, ils le font. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Allez voir BASID, B-A-S-E-D Registers, en termes de compilation, et Stack, pour la notion de pile qu'on retrouve dans tous nos appareils portables ou machines fixes. C'est deux formats différents, évidemment, de travail, mais c'était important parce que ça signifie que lui peut se positionner, déjà, c'est pour ça que ça répond très vite, c'est pour ça que ça peut s'adapter, évidemment, très vite, même à de la recompilation en ligne. C'est pour ça qu'aussi Android est assez, malheureusement, puissant, autant pour lui que contre nous, d'ailleurs, en l'occurrence. Et en même temps, il y a un autre débat qui est important, c'est que entre la partie du Davlik, ce qu'il faut comprendre, et vous allez vite piger pourquoi on est piégé, nous, utilisateurs, c'est que il n'est pas dans le kernel Linux, on est bien d'accord, puisqu'il est dans un étage du dessus. Comme il n'est pas dans le kernel Linux, mais qu'il faut quand même qu'il discute avec le kernel Linux, sous Windows, on appelle ça kernel land, user land, et il y a tout un système d'interruption de technologie qui permet que, bon, ce n'était pas le cas pour la discussion d'aujourd'hui, mais allez voir kernel land et user land, ça vous donnera une petite idée. C'est les virus rootkit, en l'occurrence, qui utilisent ces technologies. Driver, mode driver. Ben là, on a un peu la même chose parce qu'il utilise en fait une technologie dans Android qui s'appelle Zygote, Z-Y-G-O-T-E, qui permet justement de faire des layers, donc des calques, entre ces VM-là pour discuter. Parce qu'en fait, votre téléphone, ce n'est que des activities, ce n'est que des messages qui font que c'est comme si il fait la même chose que dans votre tête quand vous avez « Ah, il faut que j'aille chercher du pain, il faut que j'ouvre mes clés, il faut que j'ouvre machin ». Ça, pour nous, les humains, c'est facile, c'est le cerveau qui le fait. Mais si on veut retranscrire cette même information ou cette même façon de penser, c'est en fait une loupe, mais qui est une loupe semi-montrée comme vous, comme si il y avait plusieurs activités, mais en fait, c'est des activités qui se cumulent en pile, en format layers. Donc ça, c'est simplement le fait est de dire, oui, mais moi, il faut que je discute avec le téléphone. Ah oui, mais donc il faut que tu aies des droits. Et c'est là où est le piège aujourd'hui. C'est que pour que Davlik discute avec la partie matérielle d'Android, il faut qu'il récupère les droits des groupes ou les droits des utilisateurs pour justement avoir les mêmes rights, pour dire bah, j'ai le droit de t'écrire là, j'ai le droit que tu me renvoies la permission de ça, de mon contact, téléphone, SMS, MMS, enfin, tout ce que vous pouvez comprendre de tous les trucs sensors de l'appareil. Mais ce qui veut dire que si Davlik est capable de le faire au travers de ses VM, n'importe qui est capable aussi de se faire passer, ou en tout cas d'interférer dans Davlik pour aussi dire « Oh, moi j'ai les mêmes droits, je suis bon. Ah oui, mais je suis un malware. » Et donc il interfère évidemment de la même manière avec le téléphone. Voilà pourquoi, quand vous avez vos permissions, c'est très important que si vous dites « read » ou « write SMS », vous venez de donner la possibilité à qui veut faire à l'intérieur de la machine de vous écrire un SMS, de l'envoyer, et sans pour autant que vous soyez au courant. On pourra le voir dans une étude de cas de malware, on peut éliminer le cache du log, ou même quand vous recevez un SMS, vous ne le savez même pas, mais la machine, elle le sait. C'est là le gros problème aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est le timeline. Alors, c'est aussi le piège de Android depuis lors, ça a été vraiment le gros souci d'Android. Je terminerai avec ça sur un peu d'histoire. C'est que la grosse difficulté d'Android aujourd'hui, c'est la fragmentation. C'est justement son atout et son désavantage en même temps. C'est-à-dire la fragmentation quand même au travers évidemment des coûts des appareils, parce qu'il faut arriver à vous les faire vendre chaque année. « Oh, mon appareil est pas chouette, oh là là ». Parce qu'évidemment, la version 5 est sortie et que si on ne vend pas les dernières mises à jour, et évidemment, c'est aussi tout un pan de commerce qui tombe. Mais en même temps, c'est aussi une fragmentation à l'envers, parce que les gens, pour des anciens téléphones, aujourd'hui, Kaspersky estime qu'entre la version 3.2, donc alors je ne parle même pas de Froyo de 2.2, mais je vais même jusqu'à la 4 avec Jelly Bean ou Ice Cream. Aujourd'hui, entre Ice Cream et Lollipop, on va dire allez, la 4.4.6 qui est vraiment KitKat, qui elle est enfin fait avec, vous allez voir, un autre runtime qui arrive. Là, il y a des trous de sécurité qui sont assez énormes. Les exploits de route que vous utilisez tous, souvent, il n'en existe pas 36, il en existe 4 ou 5, et ces exploits-là sont souvent wrappés, donc englobés dans d'autres outils que vous retrouvez à droite à gauche, qui vous disent ah, je te mets ton PC, je te mets ton téléphone en route, mais ils n'ont rien réinventé, ils essayent juste de voir, selon la version que vous avez, sur quelle
éventuellement exploitent, ils vont évidemment tabler. Mais ces exploits-là, si vous les mettiez à jour, si vous mettiez à jour évidemment les points, il y aurait moins de possibilités évidemment de vous prendre. Alors je ne dis pas que c'est corrigé avec la version 5, bien au contraire. Il y a d'autres possibilités de faire autrement parce que le développement le veut et que les gens sont souvent à ah bah ouais, je clique, le cliqueur fou comme on dit, en disant ouais, ça je le veux, puis je ne me pose pas la question. Ça n'empêchera pas. Mais malheureusement, c'est aussi le problème où si des gens demain ont un téléphone et qu'il ne l'a pas mis à jour correctement, il est aussi vecteur de contamination parce que votre sœur est en 4.1, puis toi tu es en 4.4.2. Ah bah oui, mais tu m'as envoyé un mail. Je n'ai rien envoyé du tout. Bah oui, mais tu te serais mis à jour. Bah moi, j'aurais pas dit oui parce que je pensais que c'était toi puis que je te connaissais, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est là qu'évidemment, il joue avec la fragmentation. Je parle toujours du côté malware. Timeline, on l'a vu. Android et malware system. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur la partie malware, tout vient et tout repose là-dessus. Voilà, vous avez un schéma assez rapide que je vais essayer de vous expliquer. Je pense que vous voyez un petit peu mieux là-dessus. Voilà. Ce que je vous ai dit à l'instant, vous voyez les ressources et le native code est là, toujours en format native code. Vous avez donc évidemment la source, ça c'est votre programme, qui va rentrer, alors le DEX pour Davlik, exécutable, D exécutable. Donc ça c'est ce fameux bytecode qui est fait pour que Davlik et que la machine puisse le lire, et se transforme en APK. Un APK c'est simplement un zip, renommé. Ils n'ont pas réinventé la poudre. Il faut savoir que la plupart des fichiers que vous avez, que ce soit sur les desktops Windows ou que ce soit sur vos smartphones, utilisez cette zip qui est pour moi... le gars qui l'a fait en place est à peu près un des meilleurs en termes de décompression de tout type de fichiers hautes, exécutables inclus. Des fois, quand on prend cette zip et on se fait son post ou ses fichiers, même dans le téléphone, on peut trouver des surprises. Parce que la plupart du temps, un docx de chez Microsoft, c'est aussi un zip. Un fichier ODT, c'est aussi un zip. Un fichier XBMC qui permet de vous faire votre télé et compagnie, c'est aussi un zip et c'est même embarqué avec du Python à l'intérieur. Enfin, n'ayez pas peur, surtout, c'est un peu l'idée de vouloir vous dire ça aujourd'hui, c'est n'ayez pas peur de lire d'une autre manière vos fichiers, et en l'occurrence d'utiliser ZZip pour le faire, ZZip étant un des meilleurs vraiment en lecture. Donc, ils ont wrappé ça sur un zip, où derrière, évidemment, l'install se fait, voilà, il installe les ressources et les natives. Le DEX, évidemment, maintenant, va pouvoir partir en deux façons, puisque depuis la version 5 de manière officielle, mais depuis la 4.4.3, l'ART vient arriver. Enfin, ils n'ont pas viré Dalvik, mais un peu quand même, pour diverses raisons. Donc en fait, quand Dalvik le chargeait, vous voyez, Dalvik charge évidemment le just in time, ce que je venais de vous dire, toujours en time de base, ouvre le fichier évidemment de DEX pour évidemment l'exploiter et le runner. Évidemment, c'est ça qui, pour la plupart aujourd'hui, existe encore et fait qu'on peut faire ce qu'il en est. L'ART est un tout petit peu, c'est du DEX et du native code. En fait, ce que veut corriger Android là-dessus, et surtout Google, c'est de dire que tout ce qui est les accès, justement, que je venais de vous dire, qui sont les accès les plus dangereux aux groupes et aux sécurités, va sûrement demander du native code. Et là, on ne pourra plus contourner le problème, mais il y aura toujours du DEX derrière pour faire du ELF, le ELF étant l'exécutable Linux, et repartir avec l'ART. ART veut dire Android Runtime, tout bêtement. Donc voilà où on s'en va au niveau de Google. Pour le moment, je dirais que ça n'a pas les mêmes... Enfin, on pensait que ça pourrait révolutionner l'affaire, mais ce n'est pas le cas encore. Et ça permet toujours, de toute façon, de faire... Parce qu'il y a quand même une machine virtuelle derrière. Donc le produit APK que vous avez par défaut, il est quand même, on va le voir, géré assez facilement pour aller ressortir, évidemment, ce qu'on a besoin pour aller regarder ou recompiler ou refaire des choses. En tout cas, quand on veut créer un malware, vous verrez que la plupart du temps, en fait, ce qu'on prend, c'est du social engineering, c'est de vous vendre tout ce qui va vous faire craquer, un coupon gagnant, un jeu, se faire passer pour un jeu pris mais avec un problème de lettres ou une inversion de lettres, de faire évidemment tous les plus de trucs gratuits. Alors, sûrement pas nous et l'assemblée que j'ai devant moi, mais malheureusement, les 90% de personnes classiques vont évidemment cliquer dessus. Alors, là, on va commencer à vous montrer la partie tools.
je vais juste faire un point rapide pour faire, c'est les prérequis. Alors les prérequis Windows, macOS, X Linux, là pour le coup, j'ai voulu le faire assez haut, même si je prends Windows en premier pour le coup. Le Java 1.7 est recommandé. Alors, vous verrez évidemment que tous les produits évidemment Android sont faits en Java. Android, au travers des différentes versions, là on est arrivé à la version 5.2 qui doit sortir en juillet. Ça suit les API. En fait, API en développement veut dire Application Programming Interface, donc l'interface de programmation d'application. Donc évidemment l'API par défaut, à la version 1 c'était l'API 1. Alors évidemment, vous allez me dire, bah, la version 5.2 c'est l'API 5.2. Non, malheureusement Google n'a pas suivi ces systèmes de notation de cette manière parce que chaque mise à jour quand même mineure a fait qu'il y a eu un API différent, surtout si les entrées malheureusement de liaison au niveau de ce qu'on appelle des codes Java ont changé, parce que là pour le coup il doit s'embarquer toute l'API du com.android et de tout ce qui va avec étoile. Donc le fait est, c'est qu'à jusqu'à la version 5.1, c'est l'API 22. C'est-à-dire que quand vous arrivez à l'API, par exemple pour du KitKat, c'est soit l'API 19 ou soit l'API 20. Donc à chaque fois que vous allez installer Android Studio, qui est l'outil Google par exemple, il va vous dire, bah, si tu veux débugger, ou si tu veux décompiler, ou si tu veux éventuellement comprendre, il est certain qu'avec un API 22, vous allez comprendre tout ce qu'il y a en bas, quoique vous ne pourrez pas le faire runner spécialement sur un smartphone qui aurait, moi j'ai par exemple un ancien Samsung, il est sous Froyo, ma plus grande version que je ne peux pas faire, c'est qu'ils ne l'ont pas suivi jusqu'à la version 3.2. Donc moi j'ai la version 2.0, 2.2, mais au-delà de 3.2, je ne peux plus rien mettre, il ne marchera pas. Ou alors après, il faut faire ce qu'on appelle un Knox, et un chant électronique et compagnie, non, c'est trop compliqué, enfin je veux dire c'est trop de trucs pour ça, à part si on le fait pour être un labo, mais... Donc le but du jeu, c'est que si je ne peux pas aller au-dessus, il faut que je redescende mon API de développement si je veux évidemment aller tester quelque chose là-dessus. On se dessine qu'avec les 3.2, il n'y en a plus, mais évidemment, il faudra prendre la version, donc chaque API a évidemment sa version de Java correspondante, sachant que pour KitKat, les versions, même Ice Cream, mais pour KitKat, la version 4.42, c'est de Java 1.7 à la Java 8, je crois que c'est .44 ou 45 la semaine dernière. Donc ça permet évidemment d'être toujours compatible. Donc vous avez besoin évidemment de Java. En IDE, je laisse libre aux gens, vous pouvez prendre Notepad, Notepad++, ce que vous voulez. Par contre, en interface de développement, vous avez Eclipse, qui est le papa de Java par défaut en termes d'éditeur là-dessus. Moi, j'utilise Visual Studio, mais là, pour le coup, et pour la notion Android, j'utilise IntelliJ IDEA de Brain. Et vous avez aussi Android Studio qui vous permet d'avoir une interface aussi de développement. Vous avez besoin de l'Android SDK, c'est ce que je vous disais, Software Driver Kit, pour évidemment le SDK qui est l'API et d'avoir les API derrière. L'APK Tools, on le verra tout à l'heure. L'Android Device Emulator, le DEX to jar, pour évidemment passer du point DEX que je vous disais tout à l'heure, qui est déjà précompilé en point jar, pour dire bah, j'ai le code source Java. Et le JDGUI, ça c'est aussi pour être plus facile, toujours dans un état d'esprit de rendre simple à faire et d'avoir une graphique, un identitaire graphique évidemment au niveau de l'interface. Et waouh, la partie live, pas de rush, on va essayer de faire que ça marche. Merci à vous. Alors, la partie simple pour gérer, voilà. Alors, très rapidement, très rapidement le device. Alors évidemment, je vais passer vraiment tout le début assez rapidement parce que je suppose qu'il y a des tonnes de choses que vous savez déjà. Le plus dur à aujourd'hui, alors, une chose très importante, tout ce que je vous montre, à part à la fin, quand je vous montrerai un peu, on va aller un peu plus loin dans les malwares et de ce que je vais vous présenter, vous n'avez même pas besoin d'être root sur l'appareil qu'on va faire tout ça. Donc c'est ça qui est quand même cool, parce que la plupart du temps on se dit « Ah ouais, mais non, attends, il faut que je route le truc, c'est une catastrophe ». Là, vous n'avez même pas besoin, il n'y a pas besoin d'être root. Par contre, ce que je vais essayer de vous montrer rapidement, c'est comment passer en mode debug, évidemment comment installer le device, comment vous installez votre studio rapidement, et les différents prérequis qu'on a vus, pour arriver justement à tout de suite faire après le début. Alors, pour le driver, c'est simple, en tout cas pour Windows, je pense que tout le monde voit, oui. Vous avez toujours, évidemment, quand vous connectez votre appareil directement avec le port direct, vous avez évidemment
la partie device Android qui s'affiche. Alors logiquement, c'est fourni avec le constructeur, mais je vous invite à aller sur votre constructeur pour aller récupérer le driver adéquat. Sinon, très rapidement, je vous montre, vous avez un système qui s'appelle, vous pourrez le notifier, mais je ferai un truc pour qu'il soit dans le GitHub du Hackfest. Vous avez le Universal Naked Driver qui a été, donc on est à la version 73, mais je crois qu'on est passé à la 74 ou 75 pour 8.1 et la Windows 10. Vous avez la même chose en universel pour macOS, pour le fait que ça soit universel à tout système, puisque c'est de l'USB. Donc de toute façon, qui dit USB dit le storage. C'est juste pour que l'ADB, donc le Android Data Bridge, donc l'outil qui va nous permettre de communiquer entre les deux appareils, puisse être compatible. Mais avec ça, vous êtes assez tranquille. Donc je reprends ma petite présentation de points. Donc lui, ce qu'il vous demande, c'est d'updater le driver, de dire je browse le software. Évidemment, vous allez, tout ça c'était pour une petite présentation, d'aller dans le Droid Device, évidemment, que vous allez faire. Et là, voilà, on a l'Android ADB interface, très important, sinon vous ne pouvez pas communiquer avec votre smartphone ou votre tablette. Vous avez l'Android Bootloader interface, qui est le Fastboot, qu'on appelle le Fastboot, qui est un autre système qui permet justement, et là je l'ai dit qu'on ne le verrait pas tout à l'heure, mais c'est tout un système qui vous permet de mettre, vous savez, tous les signagènes mode, là d'autres distributions en fait Android là-dessus, donc vous avez des systèmes de possibilité de mettre en mode boot différents, et donc ça fait partie des drivers que vous aurez besoin, puis le composite, puisqu'il y a besoin du driver d'un côté et de son interface derrière, donc ça le driver le met. À partir de là, vous dites évidemment yes, machin, et là, ça marche, c'est installé au complet. Un autre point intéressant, donc là, votre driver étant mis, peu importe l'appareil que vous avez, USB 2, USB 3, ça marche de la même manière, il faut mettre votre smartphone en mode debug, parce que sinon, dès que vous le mettez évidemment en USB, ça ne marche pas. Il faut savoir que depuis la version, là, j'ai voulu vérifier, alors vraiment, la démo, à chaque fois j'ai un doute, mais je crois que c'est la 4.1. Depuis la 4.1, il faut savoir que le mode debug n'est pas d'office. Avant, il était d'office. Dès qu'on mettait, il y avait un sous-menu, machin. Mais maintenant, pour le voir apparaître, il faut appuyer sur le About de l'appareil. Alors, je vous montre ce qu'il en est. Le About de la tablette, selon les marques, par exemple, pour la mienne, il fallait que je fasse 7 fois. Ça veut dire que selon les marques, vous appuyez HTC, c'est 3 fois, Samsung, ça doit être 4 fois. Vous faites 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Puis là, d'un seul coup, vous ça y est, je suis en mode debug et il y a un nouveau menu qui apparaît. Donc là, vous voyez, debug, développeur option. Malheureusement, j'avais fait la capture avant, donc j'étais un peu idiot là. Mais là, non edit, mais vous voyez, l'option debug est là parce qu'au moment où j'avais appuyé longtemps, il m'a dit, bah ok, je me mets en mode débugage. Et puis à partir de là, il accède. Et quand il accède, ce que je veux vous montrer, c'est, hop, vous voyez, à côté, là, tout ça, vous avez accès évidemment à l'option développeur qui vous permet d'être en mode debug. Donc c'est justement dans le About et vous double-cliquez cliquez le nombre de fois. D'ailleurs, il vous le dit, plus qu'une fois, plus que 2 fois, plus que 3 fois, et il le passe directement. Linux, Driver Pack, tout ce qui est évidemment les drivers, on vient de le voir. Java, je vous conseille, alors si vous êtes sous Windows, toujours pareil, c'est plutôt facile. Il y a un logiciel qui a été fait par Singular Labs, qui est assez sympa, qui est open source, qui vous permet de double-cliquer, de voir la version que vous avez en effet au niveau de l'update et du runtime, et de voir un peu évidemment où vous en êtes, et de savoir évidemment quelle version vous avez besoin. Et si évidemment vous avez, là par exemple, il peut vérifier, il check la version, il run. Là, j'ai la version 7, la version 7.76 et la 8.45, donc vous avez bien dit pas de bêtises. Ce qui vous permet évidemment de savoir si vous avez ce qu'il faut sur votre machine, c'est assez pratique. Et évidemment, là, après, il faut aller sur le site de Java, de Sun, et puis vous téléchargez la version par rapport à l'API qu'on discutait tout à l'heure. À partir de là, là, bon courage, parce que ça commence à être chaud, parce qu'évidemment, il faut télécharger tout Android Studio. Donc là, tout dépend quel nombre d'API vous allez vouloir, évidemment, vous amuser. Même là, moi, j'en ai que 4, c'est-à-dire 19, 20, 21, 22, et ça me prend 30 gigs. Donc, aïe, ça fait mal. Surtout quand j'ai un SSD en RAID 0 et pas beaucoup de place, mais ça fait mal. Donc, j'ai vérifié une fois sur une des postes, installer les 22 API, c'est 270 gigas.
Donc évidemment, ça fait... Ou alors vous consacrez une machine qui a ça, vous ouvrez une VM, ou, bref, il y a à faire, mais je vous conseillerais éventuellement que 2 API, celle de votre phone par défaut ou celle sur laquelle vous voulez travailler. C'est assez facile de le défaire et de le redéfaire, mais Android Studio nettoie pas très bien, en tout cas sous Windows. Sous Linux, c'est un peu différent, mais sous Windows, il nettoie pas très bien. Donc quand vous avez une API, c'est soit vous le désinstallez complètement et vous le réinstallez, si vous avez une machine rapide, tout va bien. Sinon, c'est pas vraiment conseillé. Évidemment, tous les requis pour l'ADB, que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez l'avoir et je vous indique vraiment ce site, XDA Developer, que tout bon gars qui connaît le téléphone connaît évidemment. Vous avez évidemment l'AddictTips qui permet de vous donner tout un débat aussi au niveau des ADB Android Debug. En tout cas, les mots sur Internet, si vous tapez ADB Android Debug Bridge, évidemment, vous allez le trouver. Et XDA a fait, on verra tout à l'heure, un toolkit et une sorte de mémo PDF du hacker Newbies par défaut qui fait un peu plus de 128 pages et qui est vraiment, vraiment bien pour démarrer si on veut faire un peu son labo et si on veut gérer un peu son système. Voilà. Donc ça, évidemment, Android Studio, on lance. Ça met un peu de temps selon la machine. L'important, c'est une bécane très rapide, mais même avec une machine rapide, honnêtement, ça a pris pas loin d'une bonne demi-heure. Donc prenez évidemment votre temps pour le faire, parce que c'est pas si évident. Mais sinon, ça s'installe assez propre. Pourquoi? Parce que tout est portable. L'avantage d'Android, au moins, c'est une chose, c'est qu'il vous met ça dans un répertoire, et à partir de là, il n'y a pas de truc dans programme data, dans machin utilisateur, je t'ai pas mis des DLL dans le système. Même dans Linux, il est assez propre. Ensuite, on va voir après les APK files. L'APK Studio, c'est quelque chose à télécharger, qui en fait, tout bêtement, vous installe quelque chose de portable, qui a ce look-là. On va voir à quoi il sert juste un peu après. Donc, et qui vous permet justement d'être comme un système studio. En fait, il a fait un GUI de l'outil que vous avez avant ici, du point jar que vous avez là. Ensuite, évidemment, Intel J. Alors, moi, Intel J, comme vous pouvez le constater, aucune mon songe, c'est la 1403. De IDEA Ultimate, là, de JetBrains. Pour la mienne, je ne l'ai pas encore fait, donc là, j'ai le droit à 30 minutes. Donc c'est bon, ça va me suffire pour vous montrer ce que j'ai à vous montrer. Mais en effet, bon, voilà, soit vous achetez la licence, soit vous utilisez autre chose, soit vous faites comme vous voulez. Je n'ai pas lieu de vous dire quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est quand même une interface qui est quand même dédiée Java par défaut. C'est pour ça que je vous l'indique, et qui est quand même plus significative, donc là c'est loadé pour le projet de tout à l'heure, pour le HF debug là, mais il est plus significatif pour la partie évidemment Java pur que d'autres langages, donc, mais il est plus facile à utiliser qu'Eclipse. Eclipse, ça c'est une opinion personnelle, mais Eclipse, il faut presque y passer sa vie pendant 6 mois avant même de savoir comment fonctionne Eclipse pour passer à la suite. Je trouve que pour un IDE, c'est plutôt l'inverse qu'il doit faire, parce que c'est normalement ce qu'on appelle un RAD, un riche adapteur de développement, donc ça devrait normalement nous aider à développer, non pas l'inverse. Donc là, pour le coup, je suis plutôt à me dire que, bon, voilà, lui, IDEA, quand vous êtes habitué à Visual Studio, vous êtes habitué à d'autres IDE un peu plus touch, ou un peu plus comme Notepad++ amélioré et compagnie, vous avez un peu plus facile de gérer. Mais il est vrai que lui est aussi dédié en développement, puisque en fait, ce qui se passe, c'est qu'en marque blanche, dans Android Studio, Google a wrappé les DLL de JDBrain. Donc en fait, vous retrouvez un peu Intel J à l'intérieur d'Android Studio. Donc évidemment, quitte à aller choisir, comme on dit, plutôt Dieu que ses anges, je préfère aller voir ceux qui l'ont réellement fait, et ce sera plus facile. Donc on y reviendra après pour Intel J. Donc là, évidemment, à installer. Ensuite, le Dex2Jar. Ça, pareil, vous tapez Dex2Jar sur Google, vous allez le trouver, c'est un GitHub, c'est open source, il y en a d'autres, on verra, il y a Dexter, il y a APK Studio et compagnie, mais le Dex2Jar est quand même pratique. Pourquoi? Parce que c'est en ligne de commande et c'est en point .bat. Là, c'est celui qui nous intéresse au complet. Vous voyez, il n'y a pas grand chose, il fait juste une lancée d'une machine Java. Il prend par défaut le call du point .bat qui doit lancer l'APK par derrière, et puis ensuite il prend évidemment quoi? Il prend tout bêtement ce que je viens de vous dire et ce que je vous ai affirmé à l'origine, c'est que
en sachant et en comprenant comme .googlecode.dex ou jar que Google lui-même donne. C'est-à-dire on a déjà l'info de toute l'information parce que même Google est obligé de décompiler son système. On reprend simplement les mêmes outils qu'eux-mêmes utilisent pour compiler l'affaire ou pour comprendre l'affaire. Ben, ils l'ont réintégré pour donner évidemment d'un point d'ex le code source derrière. À partir de là, vous avez le JDUI. Le JDUI, je dirais qu'on n'a pas spécialement besoin parce que comme je vous l'ai dit, un point jar, hein, comme vous pouvez le constater, si je prends celui-là du malware pas beau, là, si je prends le malware pas beau et le zip, j'ouvre avec le zip, j'ai le point, c'est du point zip aussi, un jar c'est du zip, sauf que dedans vous avez toutes les informations évidemment Java, mais c'est du zip aussi. Donc un APK c'est du zip, un jar c'est du zip, c'est toujours le même débat, c'est toujours wrappé dans une enveloppe où aujourd'hui c'est facile à l'intégrer à ce niveau-là. Par contre l'intérêt de JDUI c'est que si j'ouvre évidemment, ce fameux zip pas beau, c'est que là, il vous donne en arbre tout le système comme si vous voyez le code source. Donc évidemment, voilà, c'est juste pour faciliter l'affaire, pour aussi vous amener à que facilement, si vous voulez l'avoir, bah, c'est facile de faciliter l'affaire. Vous pouvez vous créer rapidement sans rentrer dans des lignes de commande à plus en finir pour éventuellement gérer vos affaires. Voilà, et puis ensuite, évidemment, on insérera les malwares techniques. Alors, je reviens sur l'APK, parce que là, je vous ai présenté vraiment tout le studio. Je le fais un peu d'une autre manière que je l'avais fait à l'Hackerspace. Le but du jeu, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de dire on prend un APK, on essaye de voir comment il peut être récupérable. Alors, je vous passe, parce que c'était ça qui était un peu long à l'époque, et ça, je vous le passe. Normalement, vous pouvez vous loguer à faire. Alors, il faut savoir, juste rapidement, et je vous montre rapide le SDK. Vous avez le SDK Android où vous avez la plateforme de moniteur, évidemment, où ici, le tool, oui c'est là, voilà. Vous avez l'émulator et vous avez un truc qui s'appelle monitor.back. Vous n'avez pas besoin, ça marche pareil que ça soit sous Mac ou autre. Si vous double-cliquez comme ça sur le truc, il faut attendre un tout petit peu, même si la machine est assez rapide, mais logiquement ça devrait arriver. Parce que là, il communique un peu avec tout le monde, voilà. Et là, vous voyez, il voit directement ma tablette. Et là, lui, il a pour ordre de monitorer et de dire, OK, bah moi, je vois l'intégralité de toutes tes applications que tu as à l'intérieur. Donc, vous savez le nom qu'il a, parce qu'il faut évidemment, quand vous voulez le récupérer, avec l'ADB, push, pull, je prends, -f si je veux juste les applications qui sont non Android et ainsi de suite. Je vous laisserai regarder évidemment tout cet aspect ADB, donc le Android Data Bridge pour évidemment, mais vous n'avez pas besoin d'être root. La seule chose que le root vous permet, c'est d'aller voir le data bin, en fait, où sont les APK. Mais quand vous savez comment ils se nomment, le fait de savoir qu'ils se trouvent à un endroit, vous avez juste besoin de le nommer, vous dites pull, et à partir de là, il va vous le récupérer. Donc, le mieux aussi, c'est éventuellement de prendre un APK backup, où vous avez APK Manager 3 qui vous permet de linker à savoir si vous voulez installer une application en local ou installer une application sur la SD. D'ailleurs, je vous le recommande, il est parfait. Mais en même temps, il vous fait aussi un backup. Alors au pire, vous faites un backup, vous avez un fichier zip, vous le renvoyez sur un Gmail ou autre, puis vous avez tous vos APK en un seul point. Pourquoi s'embêter aussi? Vous prenez tous les APK et vous ferez éventuellement un point. Donc, je dirais que pour prendre l'APK en tant que tel, routé par routé, avec les outils qu'il y a à côté, bon là, c'était pour montrer le côté super ADB, je vois, on peut lister, on peut faire, mais voilà comment le moniteur peut fonctionner à ce sujet. Et ça marche pour tout, donc il ne faut pas hésiter. Donc, le but est de dire, OK, je prends l'APK, et là, je l'ai. Donc, moi, j'ai un APK qui s'appelle test. L'APK qui s'appelle test est là. Donc ça, c'est évidemment il est ici, voilà, l'APK qui était ici. Et là, bah, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je trouve mon APK Studio, je lance, j'ouvre évidemment le dossier. Alors, ce qui est très ennuyeux d'APK Studio, c'est qu'il ne sauvegarde pas, évidemment, le dernier répertoire qui a été fait. Donc là, on va dire... ah oui, non, là, je l'ouvre, c'est vrai, pardon, il faut que je fasse ça, voilà. Vous créez un projet. Excusez-moi, cela je l'avais déjà fait, je saute une étape. En fait, il faut créer un projet pour qu'il vous le décompile. Donc là, je crée un projet, admettons, comme test. De là, je lui dis, OK, mon APK passe, je lui dis, pas de problème. Je vais, hop, le chercher dans ma presse.
je vais dans les tutos, je vais là, et à partir de là, je prends celui-là, ok. Là, je lui dis où tu veux le mettre. Bah, pour le coup, là, il n'est pas malin parce qu'il ne me l'ordonne pas au même endroit où je veux le faire. Mais bon, c'est pas grave. Je vais sur l'APK ici et je dis sélectionner le dossier. Là, voilà, tout ce que j'ai fait, c'est comme test. J'ai donné l'APK, comme si vous pourriez donner CC Cleaner, Facebook, enfin, tous les APK que vous voulez, ce que vous voulez d'ailleurs. Vous notez le nom que vous voulez avant, donc éventuellement des compilations, enfin, des compilations APK ou ce que vous voulez. Et là, à partir de là, vous faites create. Là, il travaille. On voit bien qu'il travaille en bas. Là. Il commence à regarder ce qu'il en est. Okay. Donc là, en fait, il va décompiler une sorte de pré-code qu'on appelle le smiley. Alors, évidemment, d'où le surnom du pack smiley, parce qu'en fait, les gars qui ont inventé ça ont voulu avoir le sourire. C'est l'anecdote du truc, mais voilà pourquoi c'est SMALI. C'est en fait ce qu'on pourrait appeler le bytecode du MSIL de Microsoft. Donc, on va dire que ce n'est pas de l'assembleur. Donc, vous allez le comprendre. Si je prends le COM, et là, vous voyez le système, et que là, je vais au test. Si ici, je décale un petit peu et que je prends, admettons, le login activity, vous voyez, si je le grossis un peu, hop, je le mets comme ça, voilà. Vous voyez, le smiley, il est quand même compréhensible pour l'être humain. Si vous avez un peu l'habitude, un peu, c'est comme si on voyait de l'assembleur, mais quand même en pseudocode. Comme fait IDEA Pro quand vous remettez du C++ ou du C ou de l'assembleur en pseudocode. Mais évidemment, avec ça, on ne peut pas faire grand-chose. C'est évidemment pas top. Mais vous allez me dire pourquoi aussi on fait ça. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'APK est évidemment un fichier zip. Si je prends le fichier zip de l'APK classique et que je sors l'Android Manifest XML, il est déjà compilé. C'est quand même un zip, mais il est compressé. Donc il n'est pas acceptable à être utilisé comme ça. Je peux même le sortir, il va me le mettre en mode binaire. Donc je suis obligé de passer par justement APK Studio, parce que lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il me permet, entre guillemets, d'avoir, au travers de mieux que le setzip, d'avoir la possibilité que si je fais ça, là voilà, je l'ai en clair. Donc là, lui, pour le coup, il me l'a mis comme si on est vraiment avec le système d'être en clair sur le manifeste, parce que une grosse partie d'un développement Android est fait par du XML et du Ver2, c'est-à-dire que toute la partie ressources, c'est la partie drawable et layout qui est que du XML pour dire quel format je veux, petite, grande, moyen, est-ce que je tourne, est-ce que j'accepte l'horizontal, le vertical, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est quand même par cette partie-là que c'est géré. Et c'est dans la partie Meta-INF, là, l'original, que là, ils ont remis les certificats par défaut de Java, comme un jar. Quand vous jouez, si vous jouez à Minecraft, Minecraft a été, évidemment, en l'occurrence, offusqué, et très compliqué évidemment à gérer au travers des tout petits noms que vous aviez, mais Minecraft a un meta-inf qui lui-même, c'est pour ça que c'est très dur à des fois à vouloir, parce qu'ils l'ont bougé très rapidement avec les mises à jour, et comme il est toujours en ligne, en massive ligne, évidemment, il le met à jour à chaque fois, mais eux, ils testent évidemment leur certificat, que à aujourd'hui, i7, Kaspersky, Troll Micro, je pourrais vous les citer tous presque, mais on va dire ces trois-là, sont à peu près persuadés que 92,3%, j'ai été revérifier cette info, il a baissé un peu depuis il y a 2 mois, mais 92,3% de toutes les applications Android ont un certificat de base, mais ils ne le testent rien dans l'intérieur. Ça veut dire que je prends cet APK, je le rebuild, j'ai rien fait, je le recolle dans mon téléphone, je le relance, ah ouais, c'est bon, je marche. Attends, tu marches. C'est moi qui viens de te rebuilder, là. C'est pas la boîte d'à côté, c'est pas tes Facebook, je comprends pas, là. Ou je l'ai même fait avec Facebook, non, eux, ils le vérifient. Mais il y en avait un autre, c'était énorme, un truc comme un Media X-Player et compagnie. Je l'ai rebuildé, j'ai rien changé, Je l'ai mis dedans, il run de nouveau. Donc, ce qui veut dire qu'ils ne testent même pas leur propre conformité de certificat au moment où ils le compilent. Il n'y a rien dans le code qui dit wow, 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 wow. Hey, le certificat il a été chiffré, noté, machin. Moi, c'est le numéro parce que j'ai pris le numéro de ma machine, ou je sais pas, enfin bref, il fait un test quelconque. Alors, même si c'était le cas, quand on voit le code, on n'a qu'à l'offusquer un peu ou le mettre en commentaire. Je ne dis pas que c'est pas contournable. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'ils se sont dit, comme c'est contournable, on s'en kikine pas? Mais enfin, ça signifie qu'on a des certificats qui servent à rien. Donc, c'est intéressant de savoir ça. Ça fait plaisir. Et donc,
L'avantage, c'est qu'en effet, comme vous pouvez le constater dans le manifeste, au niveau des applications, ici, là, vous voyez, vous avez toute une bande pour faire que ça soit débuggable. Alors, oui. Ouais, pour ce que tu dis tantôt, dans le fond, ça veut dire qu'on peut juste regarder, par exemple, le manifeste, puis on peut détecter s'il y a un malware. Tout à fait. C'est ce qu'on va voir après, oui. Tout à fait. En tout cas, tu vas pouvoir t'apercevoir que si vous allez rigoler tout à l'heure, parce qu'il y a évidemment certains que je vous ai choisis évidemment de surcroît, mais avec les user permissions, je me suis même fait un trip la dernière fois, c'est que j'en ai viré évidemment, il y en a qui voulaient lire mes SMS, me les envoyer, lire mes contacts, prendre mon téléphone, machin. Bon. Donc j'ai voulu juste faire un truc, c'est que j'ai pris le XML, j'ai viré ces permissions-là, je me suis dit en virant ces permissions, en le rebuildant, soit il va peut-être se relancer, mais comme il n'y aura pas les permissions, il y a des choses qui ne vont pas se faire. L'application en elle-même, elle a bugué que quand, à un moment donné, il a dû faire quelque chose en background, en tâche de fond que je ne pouvais pas voir, où là, je voyais bien qu'il y avait un problème qui n'allait pas et qui s'est figé. Mais pendant presque une demi-heure, ce que je lui ai demandé de faire, il n'a rien fait, sauf qu'il n'a pas dû envoyer éventuellement mes infos, ou pas dit t'étais localisé à tel endroit, t'étais machin à tel endroit et compagnie. J'en ai même une, elle marche toujours depuis lors sur ma tablette, même en ayant viré toutes les permissions. Alors, hormis les permissions vraiment du truc, mais elle marche de complet. Donc ce qui signifie qu'on peut presque cheater, entre guillemets, l'application qu'on veut, parce qu'on peut se dire, comme on rebuild de l'APK et qu'on le remet au téléphone, puis comme il ne vérifie pas, merci, je t'ai pas demandé de lire mes SMS, ni en l'occurrence d'envoyer mes contacts. Donc il y a des fois, alors évidemment, s'ils font ça en tâche de fond en permanence, comme on pourrait le voir sur un malware, là vous pouvez considérer que là il va falloir aller plus loin, parce que ça signifie, waouh, là j'ai pris cette application, elle me fait, je sais pas moi, un truc d'école, de machin, enfin n'importe quoi, de bancaire et tout. Pourquoi elle se fige en moins de, je sais pas, d'une minute? Là, il faut peut-être pousser plus loin. Mais pour répondre à ta question, si déjà rien qu'avec le manifeste XML, déjà tu nettoies, tu remets, tu recolles, si pendant peut-être, je sais pas, ta première semaine de test, tu t'aperçois que ton logiciel marche pareil, ça veut dire qu'ils en avaient besoin pour éventuellement au sujet d'eux, un truc, un machin, tu le verras sûrement figé à un moment donné, mais pour le coup, il n'y aura pas vraiment de malversation au quotidien. Si maintenant tu vois qu'il se fige au bout de 10 minutes, oula, là, tu te dis, ok, d'accord. Donc là, il y a 10 minutes, c'est marrant, j'étais à Place Québec, je me retrouve à Laurier, c'est 2 GPS distincts, d'un seul coup, pouf, tu m'as figé, ok, donc tu me traces. Voilà, ça peut être aussi une des idées à savoir aujourd'hui. Mais une personne pourrait aller prendre un IDK, un APK, rajouter des user permissions et complètement. Puis le mettre sur Internet. Et on peut le mettre. Alors c'est ça, voilà, c'est là où je voulais en venir, vous m'avez pris de court. Ce qui est le plus grave, c'est ça, c'est qu'en plus, on pourrait très bien se dire demain sur une application logique. Alors il est vrai que de mettre sur l'Apple Store, sur le Google Store serait compliqué parce que Google demande une telle façon, mais vous le mettriez dans genre une collection où tiens, j'ai fait un truc de téléchargement APK, le tooltips d'enfer. Et oui, vous pourriez faire un téléchargement d'APK en direct, comme ça peut exister sur le net aujourd'hui. Mettre sur Google Store, c'est pas possible, parce que Google demande un code de développement et compagnie. Il y a comme un nouveau dépôt, un peu. Même après un nouveau dépôt, mais Google fait quand même un minima de test de savoir qu'est-ce que c'est, comment c'est et autres, et je suppose que bon, après il y aurait toutes les traces. Admettons que vous voudriez contourner, pas YouTube parce que c'est leur, mais vous voudriez contourner, je sais pas moi, un truc de météo ou quelque chose qui est assez connu pour essayer de jouer. Bah là, ils commencent à devenir un petit peu plus alertes à ça, parce qu'il faut savoir que depuis 2 ans, Google a monté une police. En fait, ça, il y a peu de monde qui le savent, mais ils ont monté ce qu'on appelle la police Android, c'est-à-dire qu'avant de le mettre sur Google Store, ils regardent quand même au moins tous les fakes, parce qu'à aujourd'hui, on estime que sur les 1 million d'applications existantes et sur les presque 600 000 gratuits, il y en a à peu près 298 000 qui ont que des trous de sécurité et des problèmes de malversation à la compagnie. Donc, ils étaient obligés, s'ils veulent que leur bassin résiste, que si Microsoft va arriver à grands pas pour d'autres raisons et que iOS ne prenne pas toujours le point, de nettoyer évidemment un peu plus en amont les choses. Ils ne peuvent pas faire grand-chose au travers du développement, pas encore maintenant, là on n'est que sur 5 ans, mais pour la suite, oui, ils vont essayer d'améliorer. Mais vous avez F-Droid, APT Droid, vous avez comme App Brain, ce sont des markets parallèles qui eux ont rien à secouer, est-ce que vous
balancer même un fake Facebook ou un truc genre face avec FA2SE book que vous voulez. Enfin bref, vous pouvez vraiment contourner une appli peut-être un peu plus connue mais moins dans le détail, et là lui avoir intégré un certain nombre de choses et autres. Alors, pourquoi c'est plus perfide encore? Je vais même terminer là-dessus, ça m'évitera de reparler tout à l'heure. C'est même pire. C'est qu'aujourd'hui, on l'a vu, ça c'est Trade Micro qui l'a mis en avant en 2015. En février, on s'est aperçu qu'une boîte chinoise avait envoyé avait distribué Google Store, très bien, parfait, belle enseigne avec tout ce qu'il faut, et ils avaient balancé une quinzaine d'applications. Application météo, application de jeu, application de jeu pour ma grand-mère, Madame Michu, je veux des trucs, machin, enfin bref, tout ce qu'il fallait, puis pas avec les permissions vraiment limites, c'est-à-dire, bon, ça n'empêche pas qu'ils acceptent avec des permissions limites, mais qui ne donnent pas aspect à la personne de se dire, oh, là tu veux lire et écrire sur mes contacts ou machin, non, juste ce qu'il faut à droite à gauche, mais dissémé sur à peu près 8 applications différentes. Sauf que, Trend a évidemment trouvé le truc, ça ferait 1 an que ça dure, hein, depuis l'année dernière, c'est que l'application réelle, qui, elle, est l'application malware, elle avait presque aucune permission, du style est-ce que vous me permettez d'activer le Wi-Fi et votre 3G, évidemment la principale, comme je disais tout à l'heure, pour être autonome, mais il scannait à savoir s'il y avait ses copains. Et s'il y a ses copains, comme c'est du Java exposé, orienté objet, avec tout ce que ça comporte de possibilités d'exposer des affaires, là, il faut être un tout petit peu plus développeur sur ce que je présente, mais ça veut dire que tous les DLL et tous les objets que vous avez dans votre desktop est exposés pour d'autres programmes possibles. Hein. C'est comme ça que vous pouvez évidemment piloter un Excel à l'intérieur d'autres choses, ou ainsi de suite, ou ainsi de suite. Ça marche pareil pour Android. Et donc, résultat des courses, comme ils exposaient, ils disent, dis donc, tu m'exposes cette méthode-là, je la veux, mais cette méthode-là avait la permission qui lui permettait. Donc il s'est pris la permission de lui, la permission de lui, la méthode de lui, la méthode de lui, et il faisait son job. Sauf que derrière, personne ne pouvait réellement le voir, et encore moins les antivirus en tant que tels, puisque si on le scannait lui-même, il n'avait rien. C'est là où il faut évidemment être certain que dans l'éditeur, et donc là, il faut aller plus loin maintenant après, c'est est-ce que je fais confiance à tout ce qui vient de Chine? Je me rappelle que non, ça ne serait pas très top pour le coup, même si c'est pas cool, mais tout ce que, évidemment, pourrait avoir des doutes de provenance ou des doutes même de certificat, il faut sortir le INF, le CERT, là, vous vérifiez, vous voyez si en effet quelqu'un vous dit ça vient d'Allemagne, mais que le CERT, on peut le voir avec ce qu'on appelle le UUID, qui est une sorte de système d'objets qui permet de voir si le certificat a bien été fait à l'endroit de l'IP locateur. Vous pourrez vite voir que non, c'est pas, t'es pas fait en Allemagne, t'as été fait en, je sais pas, en Russie ou en Chine ou à Singapour ou un machin, et donc là vous pourriez éventuellement avoir des soupçons à ce niveau-là. Mais bon, là on va très très loin dans l'affaire, mais en effet vous avez raison, on pourrait modifier les choses et le redonner. Alors si vous ne mettez rien dans le code, de rajouter des permissions, ça ne change pas grand-chose, mais de les défaire, c'est ça qui est intéressant. Oui. Pour les permissions, on peut mettre les attributs à cacher comme ça quand il installe l'application, on va pas les... Tout à fait. Là, je dis de les effacer ou autre, mais vous pouvez les mettre en commentaire, bien entendu. Vous pouvez les gérer directement. Parce que là, dans application, ce que j'allais vous dire, c'est que vous voyez, là, il a mis... C'est dans application qu'il faut le rajouter. Là, ce que j'allais vous dire, c'est qu'il faut rajouter... Là, la doc est là en ligne. Hein, je vous invite à évidemment la lire. Vous pouvez vérifier tout ce qu'on peut rajouter dans Android Manifest. Mais c'est ici qu'il faut rajouter... Android de point debuggable égale true pour que justement on dise que l'application devient débuggable pour rajouter évidemment le debug à l'application. Donc, la première phase à faire, au-delà de tout ce qu'on vient déjà de dire, c'est de faire ça. Ensuite, si vous voulez la débugger tel qu'on va le faire juste après, c'est de rajouter ça à l'Android Manifest. Ça, je l'ai déjà fait sur l'autre partie. De lui dire avec le marteau rebuild. Vous voyez, si je lui dis ça, rebuild. Là, il rebosse, tout en bas. Et là, vous allez voir, hop, le build est là, l'APK est rebuildé. Donc, ça veut dire que là, j'aurais pu rajouter ce que je veux, enlever ce que je veux, faire ce que je veux. L'APK est là, je le recolle à mon téléphone, je relance l'appareil, l'affaire est tranquille. C'est quand même assez impressionnant, mais c'est comme ça. Donc, là, je vais, pour les raisons de temps, faire, oui, non, c'est bon, impeccable. Là, ce que je vais vous montrer, c'est que maintenant qu'on a fait ça, donc moi je l'avais déjà fait pour évidemment qu'on gagne un petit peu de temps, ce que j'ai fait c'est que, après coup, ce qu'il faut faire pour que ça soit débuggable dans l'application, c'est qu'il faut aller trouver quel est le nom, en fait,
de l'appli au complet à l'intérieur, parce que Java est un peu compliqué en tant que tel. Là, pour le coup, c'est comme pour communication, donc c'est souvent comme, point, le nom, point, un autre nom qui est géré. C'est ce nom-là qu'il faut en fait garder dans son esprit. À partir de là, donc, dans notre cas, nous, c'était comme, Nespi et Gruger, et c'était test en fait qu'il fallait garder. Donc c'est ces trois-là, vous voyez, à ce niveau-là. Donc ce que vous faites, c'est que quand vous lancez l'IDE, vous lancez un IDE à vide, vous créez un projet à vide. En créant un projet à vide, vous lui donnez le vrai nom de ce que vous voulez au moment où il dit bah, « est-ce que tu veux que je te mette le manifeste de base ?» Donc là, vous décochez la case en disant « non, 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 tu me le laisses vide. Par contre, tu t'appelles comme gna 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 gna. » Ok, donc là, vous l'allez faire. Et là, le projet, il vous charge, en fait, l'intégralité avec l'idéal, tout le projet vierge. Donc, il n'y a pas cette partie-là. Tout le projet vierge avec l'architecture qui est faite. Vous me suivez? Donc, ça, quand vous l'avez fait, ce que vous faites, c'est qu'évidemment, comme je viens de vous dire, dans l'APK aujourd'hui, il faut passer cette fois-ci, évidemment, par le DEX to jar, puisque moi, mon rebuild m'a permis de le gérer, hein, vous avez bien d'accord. Ça m'a permis de changer le débugable à l'intérieur, et logiquement, je l'ai recollé sur mon téléphone. Jusqu'alors, vous me suivez. Mais ce débugable-là, du fait qu'il est rebuildé, j'ai aussi accès au fameux class DEX. C'est-à-dire que si je vous montre, là, mon APK que j'ai rebuildé, qui est ici, comme test, le build, ici dans mon APK, si je fais un setzip et je fais ouvrir, vous voyez, j'ai class DEX qui est ici. Donc c'est lui que je veux, évidemment. Donc à partir de là, comme c'est lui que je veux, automatiquement, et je vous l'ai mis ici, vous voyez, j'ai... oui, non, j'avais mis les autres pour le faire, mais je vais pouvoir vous montrer en live. Je prends évidemment le test, je prends le build, je le recopie, donc je fais copier, toc, je me mets là, je me prends sur mon copain, voilà, normalement j'avais notifié qu'il faut que je trouve une ligne de commande, voilà, ici je tape, je vais le coller, voilà, hop, donc là j'ai mis mon rebuild APK, vous me suivez toujours, là je fais directement de j-dex, toc, espace, rebuild, davantage avec la barre, voilà, je fais OK, et vous voyez, dex2, pouf, le point jar est là. Pas compliqué. À partir de là, le fait que le point jar, évidemment, soit là, si je fais un setzip, comme par hasard, comme vous pouvez le voir, il y a toujours Android parce que c'est toujours son API hein, et son support qui est là, mais le COM, j'ai Google, avec encore Android, les GMS et toutes ces infos à lui, parce que ça, il recolle évidemment toutes les infos d'Android, mais j'ai surtout NetSpi, le point et mon test, avec ce que je vous ai montré tout à l'heure sur Intel. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ben, c'est tout bête, c'est comme un zip. Donc, j'utilise un zip pour le faire, c'est-à-dire que ça, alors deux manières, c'est pour ça que je vous ai mis le JDGUI tout à l'heure, on le charge dans JDGUI, puis là, dans JDGUI, on lui dit sauvegarde-moi le .com dans le projet complet que je viens de faire à la place du .com de mon projet build. D'accord? Ou je prends cette zip et je lui colle aussi de la même manière à l'intérieur du .com. C'est-à-dire que automatiquement, comme vous pouvez le constater dans mobile, ici évidemment dans IDEA Projet HDBug, vous voyez le répertoire est là, et là dans mon source, j'ai été dans le com et je lui ai recollé NetSpi. C'est-à-dire que j'ai recollé les deux répertoires que vous avez, j'y ai collé dedans, j'ai dit oui, tu m'écrases tout, tu me recopies le tout dedans. Comme j'ai créé un projet vierge, qui m'a créé l'architecture vierge, et que là je lui recolle les sources par-dessus, que je viens de coller, automatiquement, ça me donne ce qu'on voit dans, évidemment, ici. C'est-à-dire qu'ensuite, quand je relance l'IDE, il va se dire « Oh, tu m'as remis des choses dedans, ok ?» Donc, je le réanalyse, et là, bah, j'ai comme si j'avais le code source avec le login activity, évidemment, qui montre... Alors là, évidemment, c'est malin, parce qu'on l'a fait exprès, c'est que c'est offusqué avec ProGuard, non, DexGuard. Il y a 3 offusqueurs de sources en Android. Vous avez DexGuard, ProGuard et DDoT, qui permet justement de faire un peu comme là. En fait, ce qu'ils font, c'est comme c'est de l'objet, ils vous font que pour l'homme, c'est un peu compliqué à comprendre, c'est qu'ils chargent un truc dans un objet là, qui n'est pas chargé là, mais qui va reprendre là. Enfin, si on commence à comprendre un petit peu, il faut simplement voir où ça démarre, et où ça démarre, par quoi
il y a un if quelque part, c'est-à-dire si tu dois faire quelque chose, on doit faire un traitement ou un point. Donc là, quand je vois qu'il y a un traitement qui s'appelle secret activity, évidemment je l'ai fait exprès, mais si c'est un secret activity, il faut aller rechercher dans le code où est chargée la classe secret activity, et là vous allez savoir où se trouve le if qui est fait. Je l'ai fait. À partir de là, évidemment, c'est dans le E, puisque je m'aperçois que, évidemment, secret activity est là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quand même un if au démarrage, et le if au démarrage, pour le faire, c'est qu'il doit tester une valeur pour dire que si c'est quelque chose, tu fais ça, sinon, tu fais pas ça. Alors là, je peux malheureusement pas trop vous le montrer à l'écran, parce que la tablette n'est pas prise à l'écran, mais là, je lance, évidemment, je ne sais pas si tout le monde voit un petit peu mon test. Si je mets évidemment le chiffre ici que j'ai décidé de mettre, vous voyez, il y a 2 points, et que là, automatiquement, vous voyez, j'ai mis un petit truc rouge là, vous voyez les petits machins ici, là, vous en avez un là en carré, un là en carré. Puis là, vous voyez, vous avez un petit icône ici qui s'appelle Attach Debugger to Android Process. Tout système d'IDE, Visual Studio, Eclipse, IntelliJ, tout IDE qui est digne de ce nom, c'est attacher n'importe quel process qui tourne en mémoire. Si vous voulez débugger du PowerShell, il faut évidemment attacher le process PowerShell.exe pour qu'il vous débug du PS1. Vous voulez attacher du WScript, vous allez évidemment débugger du VBS ou du JS. Vous voulez attaquer un exécutable, peu importe lequel, il va vous le montrer dans un format pas cool, mais en effet, il sait l'attacher. IIS, quand on veut développer dans du web, on attache ce qu'on appelle le W3WP, qui est le worker d'IIS, qui permet de voir ce qui se passe dans les pages web, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous l'avez à chaque fois. Là, on appelle ça le débugger du process Android. Si vous cliquez ici directement, vous voyez, regardez, il voit bien toujours mon soft avec le com Brugger que j'ai. Je fais OK, et là, il l'attache. Vous voyez, c'est comme si il l'avait rené. Il dit OK, c'est bon. Et là, si je fais évidemment Enter Code, je rentre. Ouf, il est bloqué. Ma tablette est bloquée. Et là, il s'est arrêté sur le point direct. En disant, ouais, ça y est, j'ai trouvé où tu as été bloqué, tu es là. Alors là, vous allez me dire, ça fait quoi? Ça fait que déjà, vous avez la main sur le soft et vous savez ce qui se fait. Et un autre point important, c'est que si je vous lève un petit peu cette information-là, vous allez voir. Et vous voyez le ZIS en tout objet, que ce soit Java ou en .NET ou autre, c'est l'objet de soi-même de la classe en cours. Et vous voyez que là, le GIS, regardez le bstring, qui a été renommé offusqué, j'ai mis 58. Eh oui, mais ce n'était pas 58 qu'il faut faire, parce que regardez, là, c'est by 58 qu'il a mis en debug raw, mais ce qu'il attend, ah, ça y est, je te vois, c'est 42. Ah, tu voulais me cacher quelque chose, en fait. Et vous avez le débugage de ça. Alors, évidemment, c'est très trivial, ce que je vous ai montré, là. Mais vous imaginez bien que je te contourne quelque chose, je te fais quelque chose, je te fais un if que j'attends, je récupère n'importe quoi. Vous pouvez intervenir dans le logiciel. C'est aussi ce que je vous apprends un peu là où je vous montre, c'est aussi le côté de craquer aussi un logiciel, parce que vous dites « Ah, c'est là où tu testes ta licence !» Hop, bah, commentaire, en voir, il n'y a plus de test à craquer, bon ça je ne l'aurais pas dit, et ainsi de suite. Donc évidemment, l'avantage, c'est de se dire qu'à aujourd'hui, il y a moyen, et là vous voyez, il s'est arrêté, il a bugué évidemment sur le point, parce qu'il y a un moyen de contourner tout ce qui se passe au travers de l'appareil, de lui dire, dis donc, toi tu fais un if là, qu'est-ce qui vous dirait pas de voir éventuellement, ou de rerouter, si c'est un command and control d'un malware, de dire, attends, bah, toi tu vas plus maintenant au 100, au 10.1, point machin, point truc, tu vas aller chez moi, ça je vais aller voir ce que tu récupères, puis bah, je vais essayer de voir comment je peux moi te choper pour savoir qui tu es derrière, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà la notion du débugage aujourd'hui, c'est cette notion de gérer une application, peu importe laquelle. Alors évidemment, ceux qui sont plus ou moins offusqués sont un peu plus difficiles à débugger, je ne vous le cache pas, hein, c'est facile évidemment là sur un code qu'on connaît, mais c'est un peu le but du jeu aujourd'hui, c'est d'essayer vraiment, avec une simple build là, derrière, de gérer évidemment la partie débugage. Moi, ce que je vais vous montrer maintenant sur un point précis, c'est qu'ensuite, maintenant qu'on a vu qu'on pouvait faire le debug et compagnie, évidemment, ce que je voulais vous montrer en même temps, c'est qu'à partir de là, moi j'en ai débugué évidemment certains. Et comme je vous l'ai dit tout au début, je me suis attaqué aussi à tous ceux qui voulaient faire route
les téléphones, parce que évidemment c'est très facile d'être root, et si tu es root, ça veut dire que tu peux encore faire plus de choses. Donc je me suis dit, est-ce qu'ils vont être cool pour le faire? Il y en a un qui, vous devez sûrement le connaître de nom, qui s'appelle George Hotz. George Hotz, en fait, vous le connaissez peut-être tous comme GeoHot. GeoHot, il est connu comme le loup blanc dans le monde du hacking, du cracking. C'est celui-là qui a craqué la PS3. Et donc Sony lui demande réellement, avant qu'il aille en tôle, de lui dire, écoute mon petit bonhomme, on va pas t'y mettre, mais le jour où tu retouches à une PS de près ou de loin, ta direction, ça va être Guantanamo et puis vite fait, bien fait. Donc il a vraiment fallu... bon, bref, il a fait... Et puis bon, depuis, il bosse pour d'autres trucs, puis il a bossé pour Sony pour protéger son bordel, mais GeoHot a vraiment été est très fortiche là-dessus. Et lui, il s'est lancé à se dire, bah, comme je peux plus attaquer Sony, je vais attaquer d'autres choses. Et il s'est dit, tiens, Towelroot, je vais me mettre à me faire un petit coup de routing sous les outils Android. Alors, il a fait Towelroot. Donc, vous pouvez le voir. Hein. Moi, j'ai le link, c'est towelroot.com, tr.apk. Puis là, il n'est pas sur Google Store. Hein. On télécharge direct et compagnie, et qu'il n'y a pas le choix de le faire. Sauf que, ouais, mais là, Georges, je connais ta réputation, je connais tes trucs, mais est-ce que tu fais réellement ce que tu dis? Parce que c'est toujours le même débat. Alors, j'ai été voir, je me suis mis un petit JDUI, là, puis je me suis dit, bon, on va aller voir un petit peu ce que tu fais, et on va débugger un peu tout ça. Alors, j'ai été voir, vous voyez, GeoHot est là. Je l'agrandis un peu plus, toujours avec Towelroot. Alors, déjà au démarrage, pourquoi j'étais avant sur l'autre, voilà, c'est que dans l'APK, quand vous désourcez avec le zip ou APK Tools le APK, vous pouvez directement voir tout ce qu'il va vous mettre, c'est-à-dire le build, le lib, l'original, la partie ressources et compagnie. Puis quand on voit dans le lib, oh, ARM, EABI, oula, attends, qu'est-ce que tu m'installes hey, belle journée. Qu'est-ce que tu m'installes, Georges? Parce que là, c'est pas cool. Puis là, je vois qu'il m'installe libexploit.so. Alors, un point .so, il faut savoir que là, pour le coup, c'est un ELF. C'est ça le native code que je vous parlais de tout au début. Hein. Tout arrive, évidemment. J'essaie de vous expliquer pour que ça tienne un peu le pavé. Mais le SO, c'est vraiment un exécutable. C'est comme si on était en exécutable, évidemment, Windows. Et que là, quand on fait un edit, on voit bien qu'on est en ELF. Et que là, on a un exé direct. Alors là aussi, ça nécessitera une autre démo, mais je suis déjà sur l'attaque des elfes aujourd'hui et sur le désourçage de tout ce qui est elfe aujourd'hui. Mais il nous laisse aussi un petit point TXT. Alors, je dis, c'est sympa, c'était pas prévu que j'ai un point TXT. Donc il est conscient qu'il y a des gens qui vont quand même regarder son APK. Parce qu'il se dit, je vais quand même leur laisser un truc. Puis là, il donne fichier elf et obfuscating par obfuscator clung. Alors donc, j'ai pu le désobfusquer. Merci Georges. En version 3.4 en plus, il me dit. Donc ça, c'est pour m'aider. Puis, trouver cet exploit avec le nom, décompiler le elf. Et évidemment, comme il dit, là, le moyen de le désobfusquer, si cela est possible. Donc, je l'ai trouvé. Et par rapport à ça, comme c'était pas le truc du jour, bon, ils utilisent un trou de sécurité à l'intérieur du kernel jusqu'à la 4.4.2, jusqu'à KitKat. Au-delà de la 4.4.3, malheureusement, ça marche pas. Mais c'est pas ça qui m'intéressait. Ok, le routing, l'exploit elf, reverse du elf, j'espère vous revoir tous à une autre présentation que je vais faire dans ce domaine. Parce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent, mais ça, c'était pas l'ordre du jour encore. Moi, ce que je veux voir, c'est l'appli qui wrap ça, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous voyez, je peux avoir une application web qui est wrappée vers une application Android et qui donne ce qu'il y a dans le serveur au fond. Mais elle, est-ce qu'elle fait d'autres choses qu'elle est juste en train de lire comme un browser ou tu es en train de me voler plein de trucs à côté que je sais pas? Et là, lui, il me dit, ok, je te mets une exploit, mais au lieu de me dire, écoute, va voir le libso, mais fais ça, et puis lance-le comme ça, mets-toi route et fais ce qu'il faut, il me dit, je te mets une application et je te la fais tourner. Ouais, Georges, je suis d'accord, mais est-ce que tu fais vraiment ce que tu dis? Et c'est là où il faut évidemment désourcer le smiley. Donc là, évidemment, je désource, puis je prends Towelroot. Et là, j'ai son code source au complet, il ne l'a pas offusqué. Là. Donc pour le coup, c'est que bon, il s'en fout un peu, mais il ne l'a pas offusqué. Bon, alors donc là, c'est lisible. Pour du Java pur, c'est lisible. Donc on dit, ah, bon, tu as un activity, Towelroot classique, tu as tes tags, ok, très bien. Puis là, d'un seul coup, je vois, ok, on fait un crate, ok, tu actives ton param, tu fais tes trucs pour equal, ok. Puis là, je vois querying server. Wow. Tu querying quoi là?
Tu vas sur un serveur pour... Et là, je comprends. En fait, il utilise, on le voit bien, 12root appspot.com report. Le appspot, c'est ce qu'on appelle le app Google. C'est les app, c'est le Google app. Google app a des tonnes et des tonnes d'outils derrière qui permet justement c'est une sorte de gros framework, hein, je vous invite à y aller. Et vous pouvez taper Google Developer, vous allez voir aussi la masse qu'ils ont entre leur nouvelle OS qu'ils vont faire pour d'ailleurs les objets connectés et compagnie, qui ça va s'appeler Trivio. Pour tout ce qui est évidemment, ça c'est un store, c'est-à-dire que dans l'app Spot, ça vous permet, c'est une sorte de gros réacteur avec des ailes, vous ne pourrez pas le louper au niveau du logo de Google. Lui, il permet de sauvegarder en fait un service comme si qu'on avait le droit de lire en fait dans une place donnée de son site. Et là, ce qu'il fait, c'est tout bête, il default le client, il récupère, il voit l'angle, il prend le fingerprint. Mais là, fingerprint, wow, tu me prends quoi? Alors je vois dans fingerprint, wow. Hey, tu me prends le modèle, tu me prends le hardware, le serial, le kernel, la version et le mode string. Bah, tu veux pas non plus mon numéro de carte de crédit aussi? Tu veux pas... Attends, tu fais quoi là? Alors je comprends après qu'en lisant un peu plus le code, il en a besoin pour savoir si mon téléphone est compatible avec son exploit. Et il a mis sa base de données, pas dans l'application, mais sur l'app Spot. Ah ok, tu te protèges. Ok, très bien, donc tu fais que de lire. Et tu vas vérifier si c'est fait, tu renvoies la réponse et tu fais. Sauf que, je m'aperçois que là, qu'il fait query string, puis là, il fait à un moment donné, là, il fait le bouton, ok, je vérifie, je te route, mais j'ai du mal à le voir assez. Voilà, fingerprint. Et que si, évidemment, il trouve le finger et s'il est énorme, il se dit, ah non, attention, je ne peux pas, je ne suis pas compatible, mais je t'enregistre. Là, ici. Je fais que j'enregistre ton code. Non mais, tu vas te taper une base de données comment là? Tu vas la revendre à qui cette base de données là? Donc le gars vous met un route tranquille, il ne refait rien de mal en tant que tel. Mais il se construit tranquillement avec toutes les informations que je viens de vous dire. Alors vous êtes route, vous êtes content. Mais lui, il est content, ça fait une entrée. Alors, si vous êtes compatible avec sa liste, si vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas content, mais lui, oui, 2 fois, puisqu'il a quand même vos données. Et il a des données qu'il peut vendre en advertising derrière. Alors, je ne dis pas que Georges l'a fait. Je dis simplement à aujourd'hui que vous voyez à quoi ça sert de vérifier. Alors, j'ai fait Super SU, évidemment, Route SU, machin. Ils font tous des choses où, à un moment donné, ils vous prennent évidemment votre liste de votre téléphone et autres, et hop, ça part, alors soit sur un app Spot, soit sur un site machin, soit il s'envoie carrément sur Internet par mail parce qu'il vous a demandé les autorisations d'utiliser votre mail. Donc là, vous ne le savez pas, il déroute le log. Ah non, s'il vous plaît les gars, dites-nous-le. Au moins, on le fera en conséquence de cause. Donc, vous voyez à quoi ça sert pour même un tailroot, ça fait ça. Maintenant, un autre cas, très rapide, et puis je passerai à la fin parce que je pense que je suis... Oui, il me reste... Ça va, pas trop fatigué, pas trop énervé de personne, on roule. Bon, parfait. Vous me dites, hein. Un truc tout rigolo, il route dessus. Il faut savoir que eux là, Kingo Route, que vous voyez ici, il est promu à aujourd'hui sur Internet comme étant un des meilleurs qui vous fait routing de la mort, avec évidemment en plus interface. C'est-à-dire que si je clique ici, interface Kingo de la mort, ça fait trade shape, c'est super cool, je te balance tout ce qu'il te faut, vas-y, mets-moi le téléphone que tu veux, je te dirai qui tu es. Ok. Donc là, quand on va vérifier évidemment où il se trouve, et que là directement on se dit ok, attends, bouge pas 2 secondes, je vais quand même vérifier quelque chose, je vais dans mobile, Kingo Route, file, puis là qu'est-ce que je vois? Un APK. Joli le petit APK. Je vais aller vérifier ce qu'il y a. Il installe BusyBox. Ok, donc déjà tu prends BusyBox en version ELF. Vous savez que le SO que j'ai vu tout à l'heure, il faut savoir que les ELF n'ont pas spécialement besoin d'avoir d'extension pour le coup. Le checksum, un 7Z, un ZS là qui est en fait un fichier de test à lui. Il fait un clash app, donc là c'est le défaut name qui fait jouer. Alors quand on voit déjà le défaut name qui fait jouer, je vais vous l'ouvrir avec plutôt edit++.
Vous voyez, défaut, machin, puis wunjahelper.exe, appname, machin, je dis, wow, attends, t'es Kingo tout est Wunja Helper, alors je vais refaire des recherches, donc ça c'est une boîte indienne, alors on est en Chine, une boîte indienne, déjà ça sent pas bon. Déjà je me dis, waouh, j'aime pas. Donc évidemment je poursuis, je vois un bin, un driver, bon, moi par défaut j'ouvre toujours les fichiers, hein, PTIA, j'ai été vérifié, c'est pas tout à fait un driver là. Puis je vois un suroute.zip. Oh, je dis, bah c'est quoi ça? Oh, bah dis, encore un ARM. Puis là, les ARM, bah comme a fait GeoHot, c'est tous les trous d'exploit possibles pour devenir route. Chat.py, SU et Schrat, qui est utilisé aussi par route SU. Donc ça, bah faut les désourcer. On s'aperçoit qu'il y a un common avec de nouveau un super user APK, donc qui vous wrap un peu tous ceux que vous avez à droite à gauche pour évidemment le faire. Et puis en même temps, en x86, il vous remet évidemment la même chose. Donc je dis OK, on va prendre l'APK qui est gérée, puis on va aller voir ce qui se passe. Donc en prenant l'APK, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et en allant voir évidemment ce qui se passe, j'ai dit OK, on va aller ici, hein, avec l'APK. Dans les assets, on voit plein de choses un peu bizarres. Bon, on va aller vérifier ce que c'est, parce que là, en fait, dans les assets, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les ressources. Donc là, vous voyez qu'il y a des tailles un peu grosses, donc il faut savoir que c'est des exés aussi du SU, du master, c'est des trucs qui vont vous coller. À partir de là, dans les builds, j'ai mon fameux rebuild issue que j'ai pris. Puis dans original, je m'aperçois que dans Smiley, déjà, j'ai de l'octone. Là, le octone, déjà, me fait parce que j'ai un com et un org. J'ai dit, attends. Tu as du APK Tools, me le décomprime. Donc là, je ne suis même pas encore en jar, en dex, en machin. Me décomprime. Et déjà, il me trouve un octone avec, comme Smiley, des .com et .org. Donc, j'en ai un autre à côté. Donc là, je regarde. Puis là, je vois Kiyu. Oh, Kiyu. J'ai été regardé, c'est la plus grosse société un peu advanced comme Google, mais chinoise. Donc, j'y attends, Kiyu, elle fait quoi? Gamme, gamme AD, advertising. Ah oui, c'est des trucs de jeu. Ah, puis c'est que du point date. En fait, ça, c'est chargé en mode wrap dans le browser de votre Android. Donc comme ça, vous avez toutes les petites pubs qui viennent se coller quand vous aurez Chrome, machin et autres, et que vous lancerez votre Android. Du fait d'installer lui, il aura wrappé directement, il aura mis un ADS, donc ce qu'on appelle un BHO, un Browser Help Object, à l'intérieur des 2 ou des 3 browsers que vous aurez sur votre téléphone. Et donc, vous aurez de la pub intempestive qui va arriver sur vos pages dans votre téléphone, vous ne saurez pas pourquoi, ça vient de lui. Alors, j'ai été allé plus loin, je me suis dit, mais t'as mis quoi en org? Apache, HTTP, Entities. Ah, il me colle un serveur Apache en plus derrière, en balance. Ah, je dis non, ça ne peut pas être possible. Alors évidemment, dans le smiley, on s'aperçoit qu'il est encore, évidemment, offusqué, avec en même temps un .com de nouveau très gros. On s'aperçoit qu'il y a ETSI, qu'il y a Minjun General, Shua, FB, Facebook. Donc on s'aperçoit qu'il est avec les plus gros réseaux sociaux chinois pour évidemment basculer. On s'aperçoit que dans le code, parce que je vais aller très vite, qu'évidemment il est géré. Kiyu qui est encore là. Évidemment derrière, Humeng. Et Humeng, c'est Google Analytics. Enfin, c'est une charte là, c'est Google Analytics. Il va vous analyser tout ce que vous êtes en train de faire. Donc si vous surfez 3 heures, 4 heures, ou d'un seul coup vous allez voir pour des tondeuses, puis d'un seul coup vous allez voir les pubs qui sont spécifiques pour les tondeuses. Merci, vous êtes routé, mais vous venez de vous faire effacer. Voilà pour, par exemple, Kinwood. Voilà. Un truc tout bête aussi, et ça c'est un truc rigolo, j'ai fait CCleaner. Parce que CCleaner, par défaut, il clean. Mais il clean tout. Mais il a accès à tout. Lui aussi, il enregistre des trucs qui, comme genre, il n'est pas méchant. Il ne va pas dans des endroits où j'ai pas réellement vu des trucs, mais honnêtement, il sauvegarde des bordels parce qu'il est obligé d'avoir les permissions pour aller soi-disant cleaner les logs SMS, les logs de phone, les logs de machin, les logs de trucs. Ouais, je t'ai demandé de cleaner, je t'ai pas demandé d'enregistrer ce que tu me cleanais. Et il enregistre et il renvoie directement ce qu'il clean. Bon, là aussi, ça, c'est encore dommage aussi à ce niveau-là parce que c'est quand même périforme et on connaît bien ces cleaners. Voilà, on arrive à la fin. Les malwares techniques, je vais y passer rapidement. En introduction pour d'autres présentations, c'est surtout celui-là parce que c'est un Indien qui l'a fait. Donc c'est le fameux CISEC, ça a été fait par, donc je vous en parle rapidement.
au Reverse Engineering Summer School 2013. Donc, ça a déjà 2 ans, mais j'ai la dernière version en date. En fait, en clair, il vous explique qu'il utilise Dexter, qui est un autre des compilateurs faits en code source C#, qui permet d'utiliser les points Dex et de les avoir en code. Anubis, évidemment, qui est comme Virus Total, mais pour Android entre deux. APK Inspector, que je vous invite aussi. Là, je vous ai montré APK Studio pour créer le rebuild, mais vous avez aussi l'APK Inspector qui vous permet de faire ce que j'ai fait pour inspecter le XML rapidement, pour inspecter si les interfaces sont correctes et ainsi de suite. Vous avez le Dex to jar, de toute façon, lui, il reste toujours fait, et vous avez les samples. Là, le sample qu'on a, et les permissions qu'il y a, en fait, comme vous pouvez le constater au travers de ce qu'ils annoncent et avec les permissions, vous voyez les permissions, on peut faire du read SMS, du receive, du read dictionary, de l'internet, du read contact, des permissions history bookmark, des compléments et compagnie. Et eux, ce qu'ils ont mis en place, je vais vous le montrer 2 secondes. Je ne sais pas si, oui, je vais l'avoir là. Je vais le mettre ici et j'ai fait malware pas beau. Voilà. Malware pas beau, évidemment. Voilà le code du malware pas beau. Voilà comment ça se passe. C'est que le malware, là, aujourd'hui, il est séparé en 2 tranches, 3 tranches. La première tranche est la MyZid Activity, qui en l'occurrence, il est réellement un jeu. Il se fait passer pour un fake. Donc c'est un jeu qui utilise le sensor, où vous savez, c'est le truc où vous devez piloter comme ça et que vous avez le truc qui glisse directement en marble et qui tombe. Ça marche bien. Entre autres, ça marche bien. Mais ce qu'ils font derrière, c'est les receivers et au travers de l'alarme, le on-boot, les SMS et surtout le walkful service. Donc, ce qui précise, c'est que là, ici, dans tout ça, là, c'est évidemment le malware au total. Tout ça, c'est l'activation de garder le contact avec votre téléphone et votre connexion que je vous ai dit au quotidien. Quand le téléphone est en wake, du style vous avez un coup de téléphone, vous faites vos mails, vous faites un Facebook, automatiquement, l'action et l'activité s'arrêtent à côté ou se met en pause ou en stand-by. Mais il faut que lui continue toujours à le gérer. Donc on s'aperçoit, comme il vous le précise là, que évidemment, on voit tout de suite qu'évidemment, ils ont un serveur host avec un port. Donc là, dans l'exemple qu'ils donnent, ça, c'est presque la fabrication d'un malware clé en main. Il y a le Command and Commander qui n'a pas été mis, mais vous pourriez le mettre. Et là, il vous explique simplement qu'avec ça, il génère le fait que, comme il vient de vous le montrer, l'alarme en on-crate, il fait l'Amazon Activity, il gère l'alarme. En fait, au moment où il lance le jeu, il gère l'alarme Activity. En gérant l'alarme Activity, tous les 15 secondes, il va vérifier si en effet, il peut gérer des requests au niveau de ces informations. Et en gérant ces requests, je vous le passe très rapidement, mais à la fin, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un dumping de l'intégralité de vos bookmarks, vos SMS, vos machins. Il fait les reverse receivers. Et surtout, un truc très très intéressant, c'est que c'est là, ici c'est ce code-là, c'est que dans le Android Provider Téléphonie SMS Receiver, et de ce qu'on peut voir du code source ici, donc Android SMS Receiver, donc ici, il s'aperçoit que si le SMS a alt 127, donc plutôt alt 132, un blanc, donc il est blanc, lui, le système va le prendre, il va dire, ok, si mon STR et que mon local bundle est nul, ok, donc c'est un blanc, j'aborte le broadcast. Donc j'aborte le fait de dire « Oh, je ne mets pas d'alerte que vous venez de recevoir un SMS. » Et je flush, drop SMS, je flush le log. Ça veut dire que là, il vient de recevoir un SMS de son Command and Commander. Il vient de lui dire « Vas-y, hop, c'est bon, tu peux m'envoyer l'info. » Il a réceptionné le SMS. Vous ne le savez pas. Il vient de nettoyer son log. Et il vient d'avoir par paramètre en étant blanc pour le faire. Au revoir. Ça marche du feu de Dieu en plus. Donc évidemment, comme ils vous le disent, quand il a fait blanc, lui il reçoit son ordre, il fait un printing de savoir est-ce que le network est toujours actif. En étant actif, il se lance en still, pour être lancé évidemment. Alors ils ont fait un jeu de mots avec évidemment sans le H, mais on va dire en caché, pour qu'ensuite il fait que try, toujours en try, hein, il n'y a jamais d'erreur d'exception dans tout malware qui se configure, c'est-à-dire que vous débloquez toujours avec try exception, toujours une trappe de sortie. Quand vous développez un malware aujourd'hui, le démarrage de votre programme, c'est un try exception, catch, tu ne dis rien, tu montres rien, tu fais rien, donc il marche toujours.
Comme vous pouvez le constater, il prend l'IMSI, il prend dumping SMS, il dump le CLog, le bookmark, les search, les dictionnaires, le contact, le calendar, les geocoordinates, parce que ça, il a un truc pour gérer le coordinate en interne. Il prépare le send. Il crée évidemment son send avec son localhost. Là, ce qu'il vous dit, c'est... Là, il a mis 127.0.0.1, mais le but est de mettre 10.4.5. Machin, et c'est votre truc. J'aurais pu très bien mettre Google app post de tout à l'heure que je vous ai montré. Et je me renvoie évidemment toutes les infos comme Georges pour son towel. Là, il prend évidemment, comme vous pouvez le constater. Et qu'est-ce que ça fait? En fait, en le faisant dans l'analyse d'Android Emulator, en lui coupant évidemment la chic sur l'extérieur, il a sorti en fait un log et il montre tout ce qu'il a pris. Et il a bien pris vraiment tout ce qu'il a dit. C'est Fury pour ça. Donc, évidemment, avec toute la partie hacking et compagnie, c'est vraiment, vraiment complet. Donc ça existe. C'est existant évidemment aujourd'hui sur le... Ici, hein, vous voyez, même le runner, c'est lui le runner, hein, au niveau de la partie des prefs. Et vous voyez, le runner va gérer évidemment le code, il vous gère le SMS, il peut gérer les MMS. C'est vraiment l'intégralité de tout ce qui se fait aujourd'hui de presque mieux en termes de malware. Juste un dernier point, je vous parlais du XTA Developer Hacker Toolkit, c'est celui-là. Si vous voyez la photo, vous le verrez, hein, de Jason Tyler. Je vous invite à aller le lire, il est très 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 instructif à ce niveau-là, hein, 134 pages, ça va, c'est pas trop gros de toute façon. Un autre point intéressant aussi, et juste le dernier au niveau du DSEC, il faut savoir, ça sera lors d'une prochaine démonstration que j'essaye de faire, parce que là pour le coup, ça monte d'une croche même pour moi, pour le coup, parce que je ne viens pas du monde Java par défaut. Mais là, il y a des gars qui ont géré, je terminerai avec ça, il y a des gars qui ont géré un système qui s'appelle Vaccine et Breach Service, qui permet de dire, on prend le APK comme je viens de vous le faire, on gère Vaccine à l'intérieur avec les tools. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'au moment où il va se lancer, donc il fait la même chose, hein, unzipping the APK, backsmiling the class, on injecte Vaccine à l'intérieur, on fait le truc. Alors en clair, ça fait quoi et on fait quoi comme réinjection? Ils ont réussi à faire un man on the middle entre la VM d'Avlik, leur Vaccine et l'APK que vous mettez. Ce qui veut dire que quand vous êtes dans le téléphone, voilà ce que vous voyez en dynamique. Le logiciel se lance et en dynamique, automatiquement, vous voyez les classes, vous voyez quoi se passe au niveau des sends et vous pouvez intervenir au niveau du code en temps réel. C'est encore même mieux que le débugage, évidemment, parce que là, on est en dynamique directement dans la tablette et le téléphone. C'est très très fort, un peu compliqué à mettre en avant, donc c'est pour ça que je vais essayer de voir, parce que je les ai contactés, je voudrais vraiment faire une présentation avec ça. Les outils et les possibilités. Là, ils viennent de vous montrer une possibilité possible. C'est ça qui est complètement fou avec ce système, parce que ça marche aussi à l'envers. C'est que là, Vaccine peut prendre la possibilité et les permissions et les devices des APK. Donc, il peut prendre aussi de la custom run, comme là, la CyanogenMod, qui est route par défaut. En étant route par défaut, il récupère le certificat. Là, pour le coup, il récupère le certificat. Il le colle. Et en le collant, après coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent carrément le Android app pending intent. Ils récupèrent toute l'internal téléphonie de Android. Donc là, on est vraiment dans Android, dans le code d'Android. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent, by hiding the code machin, je peux envoyer des SMS complètement avec le code d'Android. Donc là, c'est comme si vous étiez presque collé à com.android.téléphonie, là, même aucun antivirus peut le savoir, puisque on utilise en fait les outils d'Android en tant que vaccination à l'intérieur, donc ce qui est encore pire pour la détection, évidemment. Ça aussi, ça peut être utilisé contre nous. Merci de votre attention et une belle fin de journée, un bon CTF surtout.